Que feriez-vous si le dernier endroit où vous vous réfugiez pour vous sauver devenait le théâtre de votre plus grand rejet? Et si juste au moment où tout semble perdu, cette petite vie vous regarde comme si vous étiez leur seul espoir? C'est exactement ce qui est arrivé à Clara Whitmore cette nuit interminable dans le Wyoming, lorsqu'elle a serré ses mains engourdies contre son ventre vide et a accepté en silence qu'elle ne survivrait peut-être pas. La neige avait trempé son manteau depuis des heures, le froid lui transperçait les os, et l'homme qui devait devenir son mari la regardait sans compassion avant de prononcer les mots qui ont brisé son monde. J'ai demandé une épouse, pas un fantôme. Clara n'avait pas encore fini de ressentir l'effondrement de son dernier refuge lorsque, dans la furie blanche de la tempête de neige, 7 enfants sont apparus. Le plus jeune, âgé d'à peine 6 ans, lui prit la manche gelée et lui murmura d'une voix qui valait mieux que n'importe quelle promesse. C'est toi qui vas être notre nouvelle maman. Et à cet instant, alors qu'il ne lui restait plus rien, le destin réécrivit son histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment commence réellement le voyage de Clara. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si les histoires du Far West, les secondes chances et les familles nées de la douleur vous touchent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces vies oubliées. Le train était parti depuis 3 heures. Clara Whitmore était assise sur le banc en bois devant la gare de Bitter Creek, serrant son sac de voyage contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. La neige tombait drue et sans relâche, recouvrant ses épaules, ses cheveux et l'ourlet de sa robe. Elle avait cessé de trembler depuis 1 heure. C'était probablement mauvais signe. Elle savait qu'elle devait bouger, chercher un abri, demander de l'aide à quelqu'un, mais ses jambes ne lui obéissaient pas et son esprit revenait sans cesse au même moment, le reproduisant encore et encore comme une chanson qu'elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Le visage de Thomas Garrett lorsqu'il l'avait vu descendre du train, la façon dont il avait serré la mâchoire, la façon dont il l'avait regardé de haut en bas, puis s'était tourné vers le chef de gare et avait dit à voix haute pour que tout le monde l'entende. Il y a eu une erreur. J'ai demandé une épouse, pas un cadavre ambulant. Clara avait essayé de parler, d'expliquer que oui, elle était plus mince que sur la photo, qu'elle avait été malade, que la douleur l'avait consumée après la mort de sa famille dans l'incendie, mais Thomas Garrett n'avait pas attendu ses explications. La diligence part dans 2 heures, lui avait-il dit sans la regarder. Montez dedans. Puis il remonta dans sa charrette avec ses 7 enfants qui la regardaient à travers la bâche et partit sans se retourner. La diligence arriva et repartit. Clara ne monta pas à bord. Où irait-elle dans l'Ohio? Vers les cendres de la ferme familiale, vers le néant qui l'attendait là-bas. Elle resta donc assise sur ce banc tandis que l'après-midi laissait place à la nuit. Alors que la température baissait et que la neige s'accumulait autour de ses pieds, elle resta là parce que bouger exigeait de prendre une décision, et elle n'avait plus de décision à prendre. Madame, la voix venait de quelque part à sa droite. Petite, hésitante. Clara ouvrit les yeux de force. Une petite fille se tenait devant elle, enfoncée dans la neige jusqu'aux genoux. Ses cheveux bruns et bouclés s'échappaient de son bonnet en laine. Ses yeux gris semblaient trop vieux pour son jeune visage. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. « Madame, c'est vous la dame du train? » La voix de Clara ressemblait à un croassement. Oui, celle que papa a dit qu'elle ne pouvait pas rester. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Clara déglutit péniblement. « Oui, c'est moi. » La petite fille pencha la tête, étudiant Clara avec une intensité troublante. « Tu as l'air d'avoir froid. »« J'ai froid. Tu devrais rentrer quelque part. Je n'ai nulle part où aller. » La petite fille réfléchit, puis elle s'approcha, tendant sa petite main recouverte d'un gant pour toucher les doigts glacés de Clara. « Tes mains sont glacées. »« Je sais. Papa dit que les gens meurent quand ils ont trop froid. Leur cœur s'arrête. Ton papa a raison. Tu vas mourir. » Clara regarda cet enfant, cette créature étrange et sérieuse qui avait surgi de la tempête comme un personnage de conte de fées. La réponse honnête était « Oui, probablement. Si elle restait là plus longtemps, elle mourrait. » Et une partie d'elle pensait que ce serait plus facile que d'essayer de découvrir ce qui se passerait ensuite. Mais elle ne pouvait pas dire cela à une enfant. « Je ne sais pas, » répondit Clara à la place. La petite fille serra fort ses doigts. « Je ne veux pas que tu meures. Tu ne me connais même pas. Je sais que tu as fait un long voyage en train.
Je sais que papa a été méchant avec toi. Je sais que tu es assise seule dans la neige et que personne ne t'aide. La petite fille leva le menton. Ce n'est pas bien. Clara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle croyait complètement gelé. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Lucy. Lucy. Garrett, Garrett. Bien sûr, c'était la fille de Thomas Garrett, l'une des 7 filles qu'elle avait vues dans le wagon, l'une des 7 raisons pour lesquelles elle avait répondu à son annonce. C'est un joli prénom, réussit à dire Clara. Ma maman l'a choisi avant de mourir. Je suis désolé pour ta maman. Moi aussi. Lucy gratta la neige avec sa botte. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est partie. Papa dit qu'elle est au paradis, mais je crois qu'il fait froid là-bas aussi. Le ciel est très haut, là où sont les nuages, et les nuages sont froids. Clara eut un petit rire avant de pouvoir s'en empêcher. Il sonna rouillé, peu utilisé. Lucy sourit, un sourire authentique qui transforma son petit visage sérieux. Tu as ri? Oui. Papa ne rit plus jamais. Depuis que maman est morte, la douleur fait ça aux gens. Qu'est-ce que la douleur? C'est ce que tu ressens quand quelqu'un que tu aimes s'en va et ne revient pas. Lucy acquiesça lentement. Je la ressens. Elle vit dans ma poitrine comme un rocher. Elle pressa son gant contre son cœur. Juste ici, Clara vit double. Elle cligna rapidement des yeux, refusant de pleurer devant cet enfant. Je la ressens aussi, murmura-t-elle, au même endroit. Elles se regardèrent. La femme et la petite fille portaient dans leur poitrine des pierres que personne d'autre ne pouvait voir. Lucy, Lucy, Garrett, où êtes-vous, bon sang? Une nouvelle voix traversa la neige, masculine, grave, en colère. Clara senta son estomac se nouer. Thomas Garrett émergea du rideau blanc de la tempête, son long manteau couvert de neige et le visage sombre comme un nuage d'orage. Il s'arrêta net lorsqu'il les vit. Lucy, éloigne-toi d'elle. Mais papa, maintenant Lucy ne bougea pas. Au contraire, elle se plaça devant Clara. Son petit corps s'interposa entre la femme et son père comme un bouclier. Elle est gelée, papa. Elle est assise ici depuis des heures et personne ne l'a aidée. Ses mains sont glacées et je pense qu'elle pourrait mourir. Thomas Garrett serra les mâchoires. Son regard passa de sa fille à Clara, remarquant la neige qui recouvrait ses épaules, la couleur bleutée de ses lèvres, la façon dont tout son corps avait recommencé à trembler. Cela ne me regarde pas. Cela t'a regardé quand tu l'as laissé ici. Les mots vinrent de derrière Thomas, la voix d'un garçon cassante par l'adolescence. Un instant plus tard, un jeune homme grand et mince apparut à côté de Thomas. Il devait avoir 14 ou 15 ans. Il avait les mêmes cheveux foncés que Lucy, les mêmes yeux gris, mais avec un air plus dur. William dit Thomas d'un ton avertisseur. Non, puis Lucy a raison. William fit un pas en avant, le visage jeune plein de détermination. C'est toi qui l'as amené de l'Ohio. C'est toi qui l'as fait venir. C'est toi qui lui as fait des promesses dans ses lettres. Et puis tu l'as regardée et tu l'as renvoyée comme si elle était un cheval qui ne répondait pas à tes critères. Surveille ton ton, mon garçon. Je vois une femme mourir de froid. P, c'est ce que je vois. Et d'autres enfants apparurent à travers la neige. Un par un, ils se matérialisèrent comme des fantômes. Une fillette d'environ 12 ans avec des tresses et une expression féroce. 2 jumeaux d'environ 10 ans, identiques dans leurs manteaux usés. Un enfant plus petit qui tenait une poupée de chiffon. Et un bébé que portait la fille aînée, une jeune femme d'à peine 20 ans. 7 enfants, 7 pères d'yeux fixés sur Clara avec divers degrés de curiosité et de pitié. Les enfants montaient dans la voiture, ordonna Thomas. Personne ne bougea. Nous avons entendu ce que tu as dit, papa. La fille aînée fit un pas en avant, changeant le bébé de hanche. C'est que nous ne t'écoutons pas, Harriet. Cette femme est en train de mourir, papa, ici même, devant nous. Et tu veux qu'on parte comme ça? La laisser ici comme si de rien n'était? Thomas serra les poings sur les côtés. Clara pouvait voir le combat qui se livrait sur son visage. La fierté contre la conscience, l'entêtement contre la compassion. Je ne peux pas l'accueillir. Nous n'avons pas de place pour une inconnue qui ressemble à la mort en personne. La voix de Clara résonna plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Elle se força à se lever, titubant légèrement, les jambes protestant bruyamment. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Que je ressemble à la mort en personne.
Thomas la regarda dans les yeux pour la première fois depuis qu'il l'avait rejetée à la gare. J'ai dit ce que je voulais dire. Tu as voulu être cruel. Clara releva le même ton, puisant dans des forces qu'elle ne se savait pas posséder. J'ai voyagé pendant 3 semaines pour arriver ici, Monsieur Garrett. J'ai dépensé jusqu'à mon dernier centime pour le billet de train. J'ai laissé derrière moi la tombe de mes parents et la ferme brûlée qui était autrefois ma maison. Je suis venu ici parce que votre annonce disait que vous aviez besoin d'une épouse pour vous aider à élever vos enfants après le décès de votre propre femme. Je suis venu ici en pensant que je pourrais trouver un nouveau but, une raison de continuer à vivre. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. Vous avez tout à fait le droit de me rejeter. Je suis maigre, je suis fatigué, je ressemble probablement à un cadavre ambulant, mais vous n'avez pas le droit de me laisser mourir ici et de dire ensuite à vos enfants que cela ne les regarde pas. Cela vous regarde depuis que vous m'avez fait venir. Et maintenant, vous devez décider quel genre d'homme vous êtes. Silence. La neige tombait d'entre eux comme un rideau. Lucy fut la première à le briser. Papa. Sa petite voix tremblait. S'il te plaît, elle a le même poids sur la poitrine que nous. Je peux dire qu'elle aussi a perdu des gens. Thomas Garrett regarda fixement sa plus jeune fille. Quelque chose changea sur son visage. Comment le sais-tu? Parce que ses yeux ressemblent aux tiens, vides et pleins à la fois. Clara vit les mots frapper Thomas comme un coup physique. Tout son corps trembla. Papa. Cette fois, c'était William. Sa voix était plus calme. Maman n'aurait pas voulu ça. Tu sais bien que non. N'ose même pas. Elle accueillait tous les vagabonds qui entraient sur nos terres. Tous les veaux orphelins, tous les oiseaux blessés, tous les voyageurs qui avaient besoin d'un refuge. Elle disait souvent, c'est ainsi que l'on mesure la valeur d'une personne, non pas par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle donne. Ta mère était une sainte, dit Thomas d'un ton dur. Je ne le suis pas. Non, acquiesça Harriet. Harriet, tu ne l'es pas. Mais tu n'es pas non plus un homme qui laisse les femmes mourir gelées dans la neige. Tu n'es pas comme ça, papa. Maman ne t'a pas élevé pour que tu sois comme ça. Thomas resta figé, son souffle formant des nuages blancs, et ses enfants disposés autour de lui comme un jury. Puis, le petit garçon que Harriet tenait dans ses bras tendit ses doigts potelés vers Clara et dit d'une voix claire comme le cristal. « Madame Lefroy, madame, venez à la maison. » Quelque chose se brisa sur le visage de Thomas Garrett. Il se retourna, les épaules raides et les mains toujours crispées. Pendant un long moment, il ne dit rien. Alors, mets-la dans la voiture avant qu'elle ne gèle. Lucy poussa un cri de joie. Vraiment, elle peut rester, elle peut vraiment rester. J'ai dit, mets-la dans la voiture. Je n'ai pas dit qu'elle pouvait rester, mais sa voix avait perdu son ton sévère. Et lorsqu'il regarda enfin Clara, elle vit dans son expression quelque chose qui pouvait être de la honte. Tu peux marcher? Clara n'en était pas sûre. Elle avait l'impression que ses jambes n'étaient pas les siennes, mais elle acquiesça et marcha. Il ne proposa pas de l'aider. Il ne lui tendit ni la main ni le bras. Mais il attendit pendant qu'elle ramassait son sac de voyage. Il attendit qu'elle fasse un pas chancelant, puis un autre. William apparut à ses côtés, silencieux et ferme, lui offrant son soutien sans en faire étalage. « Merci, murmura Clara. « Ne nous remerciez pas encore, dit William à voix basse. Pi a accepté de vous sortir de la neige. Cela ne signifie pas qu'il ait accepté quoi que ce soit d'autre. » Clara regarda le dos raide de Thomas Garrett alors qu'il se dirigeait vers la voiture. « Je sais que ce n'est pas un mauvais homme. Il est juste brisé. Nous le sommes tous depuis la mort de maman. » « Je comprends. Brisé. » William la regarda vraiment et acquiesça lentement. « Oui, je suppose que oui. La voiture était grande, mais bondée. 7 enfants occupaient la majeure partie de l'espace, même si les plus grands se serraient pour faire de la place. Clara se retrouva coincée entre Lucy et la fillette de 12 ans ou 13, qui s'appelait Abigail. « Je m'appelle Abby, » dit la fillette sans préambule. « Lui, c'est William. Il a 15 ans. Harriet a 21 ans. Elle s'occupe de tout depuis la mort de maman. Les jumeaux s'appellent Samuel et Daniel. Ils ont 10 ans. Le petit avec la poupée, c'est George. Il a 4 ans. Et le bébé, c'est Rose. Elle a 2 ans. Rose vient de commencer à marcher, ajouta Lucy. Elle tombe souvent. Elle apprend, dit Abby sur la défensive. Tout le monde tombe quand on apprend. Clara se laissa envahir par la conversation des enfants, trop épuisés pour y contribuer. Son corps se réchauffait lentement, douloureusement, tandis que la bâche de la charrette bloquait le pire du vent.
Quelqu'un avait placé une couverture de cheval autour de ses épaules. Elle ne savait pas qui. Thomas conduisait en silence, le dos formant un mur entre lui et ses passagers. Il reste 5 miles jusqu'au ranch, dit Harriet à voix basse, s'installant sur le banc, en face de Clara, Rose sur les genoux. Tu devrais essayer de te reposer. Je ne pense pas pouvoir. Essaie quand même. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours. C'est vrai. Harriet la regarda avec des yeux trop sages pour son jeune âge. L'incendie. C'est comme ça que tu as perdu ta famille. Clara acquiesça, la gorge serrée. Le frère de P est mort dans un incendie avant notre naissance. C'est probablement pour ça. Harriet se tut et regarda le dos de son père. C'est pour ça qu'il a réagi si violemment à mon apparition. Quelque chose comme ça. Il n'en parle pas, mais maman me l'a raconté une fois. Elle a dit qu'il ne s'était jamais remis de la culpabilité de ne pas avoir été là. Clara enregistra cette information. Cela n'excusait pas la cruauté de Thomas Garrett, mais cela expliquait certaines choses. Les personnes qui portaient un poids sur leur conscience s'en prenaient souvent au souvenir de leurs propres échecs. Tu vas être notre nouvelle maman? La question venait de George, qui avait abandonné sa poupée de chiffon pour regarder Clara de ses grands yeux bruns. Je ne sais pas, mon chéri. J'aimerais bien. Notre maman s'est partie au ciel et maintenant papa est triste tout le temps et plus personne ne chante. Le cœur de Clara se serra. Votre maman vous chantait des chansons tous les soirs avant de vous coucher, mais ensuite elle est tombée malade et elle a arrêté de chanter, puis elle est partie. Lucy s'appuya sur le bras de Clara. Je me souviens encore un peu de sa voix. Elle était douce comme la neige qui tombe. La mienne aussi, dit Clara. La voix de ma mère. Elle chantait souvent en cuisinant. Surtout des hymnes et parfois des chansons du pays de sa grand-mère. Où est-ce? En Irlande, c'est loin, très loin, de l'autre côté de l'océan. Les enfants la bombardèrent de questions sur l'Irlande, sur les océans, sur les chansons de leur mère. Clara répondit du mieux qu'elle put, puisant dans des souvenirs qu'elle avait enfouis. Des souvenirs profonds qui faisaient moins mal lorsqu'elle les partageait avec ses jeunes esprits curieux et avides. Elle ne remarqua pas que Thomas s'était retourné pour écouter. Elle ne remarqua pas que ses épaules raides s'étaient lentement détendues. Elle ne remarqua pas le regard que Harriet et William échangèrent. Un regard d'espoir prudent. La charrette continua d'avancer dans la neige, transportant son chargement de personnes brisées vers un ranch qui avait oublié comment être un foyer. Et Clara Whitmore, qui avait été prête à mourir sur un banc gelé du Wyoming, sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore. Quelque chose de plus petit, une volonté de voir ce qui allait se passer ensuite. Le ranch Garrett apparut à travers la neige comme une ombre qui prenait forme, une maison à 2 étages avec un large porche, une grange, une étable et plusieurs dépendances. Tout semblait solide, mais fatigué. La peinture s'écaillait, les clôtures étaient tordues, l'abandon accumulé d'un foyer sans la touche d'une femme. Thomas arrêta la voiture et s'assit un moment, dos à ses passagers. Mademoiselle Whitmore, Clara se redressa. Oui, vous aurez la chambre libre à l'étage, la 3e porte à droite. Harriet vous la montrera. Ce soir, nous vous donnerons à manger et demain, le petit déjeuner. Ensuite, nous discuterons des détails. Sa voix était sèche et formelle, mais il avait utilisé son prénom. C'était déjà ça. Merci, Monsieur Garrett. Ne me remerciez pas. Remerciez mes enfants. Ce sont eux qui m'ont empêché de vous abandonner. Il descendit de la voiture et se dirigea vers la maison sans se retourner. La main de Lucy trouva celle de Clara dans l'obscurité. Il n'est pas vraiment méchant, murmura-t-elle. Il a juste peur. Peur de quoi? De retomber amoureux. Parce que si cette personne partait aussi, Clara regarda cette fillette de 6 ans qui comprenait mieux la perte que la plupart des adultes. C'est quelque chose de terrifiant. Clara dit, « Je sais, moi aussi j'en ai peur. » Lucy lui serra la main, mais j'ai encore plus peur d'être seule. Les enfants sortirent du wagon dans une course chaotique. Samuel et Daniel se mirent immédiatement à se lancer des boules de neige. George les poursuivit en riant aux éclats. Rose s'accrocha au cou de Harriet, observant tout avec de grands yeux. « Allons-y, dit Harriet à Clara. Entrons avant que P ne change d'avis. » La maison était froide et sombre. Harriet alluma les lampes tandis que William attisait le feu. Clara resta dans l'entrée, laissant tomber des gouttes de neige fondues sur le parquet, se sentant comme une intruse. L'espace était grand,
mais austère. Des meubles usés, des murs nus, pas de rideaux aux fenêtres, pas de fleurs, pas de décoration, pas de douceur nulle part. C'était une maison qui avait oublié comment être un foyer. Avant, c'était plus joli, dit Abby en apparaissant à côté de Clara. Quand maman était là, il y avait des couvertures sur toutes les chaises et des tableaux au mur, et ça sentait toujours le pain frais. Qu'est-ce qui est arrivé à tout ça? P les a rangés. Il a dit que ça lui faisait trop mal de les voir. Clara comprenait cette impulsion. Après l'incendie, elle avait voulu détruire toutes les photos, tous les souvenirs, tout ce qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Mais au lieu de cela, elle les avait conservés. Elle les avait conservés parce que les détruire aurait signifié détruire les derniers vestiges de sa famille. Tes chambres sont par ici. Harriet l'emmena à l'étage, Rose toujours dans ses bras. Elle est petite, mais elle est chaleureuse quand le poêle est allumé. Il y a des couettes dans le coffre et un lavabo dans le coin. La chambre était vraiment petite, elle ne pouvait accueillir qu'un lit étroit, une commode et une chaise près de la fenêtre. Mais elle était propre, et les couettes du coffre semblaient faites à la main et bien chaudes. C'est la chambre d'amis, dit Harriet. Les sœurs de maman venaient parfois lui rendre visite. Un mot si petit pour une perte si énorme. Merci, Harriet, pour tout. Harriet changea Rose de hanche. Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi es-tu venue ici? Sérieusement? Une épouse par correspondance venue de l'Est qui a répondu à l'annonce d'un veuf avec 7 enfants dans un ranch en ruine au milieu de nulle part. La plupart des femmes auraient pris leurs jambes à leur cou. Clara s'assit lourdement sur le lit. La fatigue la submergeait, lui donnant l'impression que ses os étaient en plomb. Parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que ma famille est morte et que ma maison a brûlé et rester dans l'Ohio signifiait me noyer dans la douleur tous les jours. Parce que je pensais que peut-être, si je pouvais être utile à quelqu'un, si je pouvais être importante pour quelqu'un, je trouverais une raison de continuer à respirer. Harriet resta silencieuse pendant un moment. C'est sincère. Je n'ai plus l'énergie pour rien d'autre. P ne te facilitera pas la tâche, tu le sais bien. Il se bat contre tout le monde depuis la mort de maman. Il se bat contre le ranch, contre la banque, contre lui-même. Il ne t'acceptera pas simplement parce que ses enfants ont fait un scandale dans la neige. Je sais. Alors pourquoi rester? Pourquoi ne pas prendre le train demain matin et chercher un endroit plus facile? Clara regarda cette jeune fille qui avait été obligée de grandir trop vite, qui avait dû s'occuper d'une maison avec 7 enfants pendant que son père se noyait dans la douleur. Parce que je ne recherche pas la facilité. Je cherche un but pour les personnes qui ont besoin de moi. Et d'après ce que j'ai vu, Clara désigna vaguement la pièce sommairement meublée. La maison délabrée. Vous avez besoin de quelqu'un, que votre père veuille l'admettre ou non. L'expression d'Harriet reflétait à la fois l'espoir et le scepticisme qui luttaient pour s'imposer. Une patrie. Ça, c'est dit-elle finalement. C'est ce que Peter a accepté. Nous verrons ce que demain nous réserve. Nous le ferons. Harriet se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Si cela peut vous aider, mademoiselle Whitmore. Lucy ne s'est jamais attachée à quelqu'un aussi rapidement. Pas depuis que maman et Lucy ont un bon instinct pour juger les gens. Puis elle partit, et ses pas s'estompèrent dans les escaliers. Clara s'assit seule dans la petite pièce, écoutant les bruits de la maison autour d'elle. Les voix des enfants qui montaient d'en bas, le crépitement du feu, le vent qui hurlait dehors. Elle devrait dormir. Son corps réclamait du repos à grands cris. Mais au lieu de cela, elle plongea la main dans son sac en tissu et en sortit la seule photo qu'elle avait sauvée de l'incendie, ses parents et son frère Thomas, prises l'été avant leur mort. « Je suis désolée, murmura-t-elle à leur visage. Je suis désolée d'avoir survécu alors que vous n'avez pas survécu. Je suis désolée d'être ici à essayer de vivre alors que vous n'êtes plus là. » Elle serra la photo contre sa poitrine et laissa les larmes couler. Elle pensait avoir déjà pleuré tout ce qu'elle avait à pleurer. Elle pensait avoir vidé ses larmes pendant le long voyage en train vers l'ouest. Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement des larmes de douleur, mais aussi d'autres choses, de la peur, de l'espoir, la terrible vulnérabilité de vouloir quelque chose à nouveau après avoir tout perdu. « S'il vous plaît, pria-t-elle sans s'adresser à personne en particulier. S'il vous plaît, laissez-moi trouver un foyer ici. S'il te plaît, fais que je compte pour quelqu'un.
S'il te plaît, donne-moi une raison de continuer. La neige continuait de tomber derrière sa fenêtre, et, quelque part dans la maison en contrebas, 7 enfants rêvaient de la mère qu'ils avaient perdue et espéraient en trouver une autre. Le matin arriva trop tôt. Clara se réveilla au son des enfants qui se disputaient en bas et à l'odeur de quelque chose qui brûlait. Elle avait dormi tout habillée, trop épuisée pour se changer, et maintenant tous les muscles de son corps hurlaient de douleur alors qu'elle se forçait à se lever. Pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. Puis elle se souvint de tout. Le rejet, la neige, la petite main de Lucy dans la sienne. La permission réticente de Thomas Garrett de rester une nuit. Une nuit était terminée. Clara s'aspergea le visage d'eau froide dans le lavabo, démêla ses cheveux emmêlés avec ses doigts et se prépara du mieux qu'elle put compte tenu des circonstances. Puis elle redressa les épaules et descendit les escaliers pour affronter ce qui allait suivre. La cuisine était en désordre. Harriet était debout près de la cuisinière, grattant frénétiquement quelque chose de noir dans une poêle, tandis que Rose criait dans sa chaise haute. Les jumeaux se disputaient un morceau de pain. George était assis sous la table avec sa poupée de chiffon, pleurant en silence. Abby essayait de tresser les cheveux de Lucy qui se tortillait et se plaignait. William était introuvable, et Thomas Garrett était assis en bout de table, fixant une tasse de café comme si elle contenait les réponses à toutes les questions de la vie, apparemment indifférente au chaos qui l'entourait. « Laisse-moi t'aider, dit Clara. Harriet se retourna, le visage soulagé. Les œufs ont brûlé, j'essayais de nourrir Rose et de surveiller la cuisine, et voilà le résultat. Clara s'approcha de la cuisine, prit la poêle brûlée des mains de Harriet et la mit de côté. Où sont les œufs? Dans le garde-manger, sur la 2e étagère. Clara les trouva et en cassa 6 dans une poêle propre, ajoutant un peu de beurre provenant du beurrier qui se trouvait sur le comptoir. Ses mains bougeaient automatiquement grâce à la mémoire musculaire acquise au fil des années passées à cuisiner pour sa propre famille. « Samuel Daniel, arrêtez de vous disputer immédiatement, dit-elle sans se retourner. Il y a assez de pain pour tout le monde. » Les jumeaux restèrent figés, la regardant fixement. « Comment connais-tu nos noms? » demanda Samuel. « Abby me l'a dit hier soir. Maintenant, asseyez-vous correctement et attendez le petit déjeuner comme des êtres humains civilisés. »« Tu n'es pas notre mère, » murmura Daniel. « Tu ne peux pas nous dire quoi faire. » « Daniel. » La voix de Thomas coupa le bruit. « Asseyez-vous. » Les enfants s'assirent. Clara continua à cuisiner, consciente du regard de Thomas dans son dos. Elle prépara les œufs brouillés, sortit des assiettes du placard et commença à servir. Pendant ce temps, Harriet réussit enfin à calmer Rose en lui donnant un morceau de pain moelleux à mâcher. « George, chéri, sors de sous la table. » Clara dit doucement, « Le petit déjeuner est prêt. » Le garçon de 4 ans sortit la tête, les yeux remplis de larmes. « Maman me manque. » Le cœur de Clara se serra. Elle s'agenouilla à sa hauteur, ignorant les protestations de ses articulations raides. « Je sais, avoir envie de quelqu'un que tu aimes est la chose la plus difficile au monde. Mais ta maman ne voudrait pas que tu te caches sous la table et que tu pleures, n'est-ce pas? Elle voudrait que tu manges ton petit déjeuner et que tu grandisses pour devenir grand et fort. » George réfléchit. Elle avait l'habitude de faire des visages sur mes œufs au bacon. Des visages, des yeux et une bouche, pour que les œufs aient l'air heureux. Clara regarda les œufs brouillés sans assaisonnement qu'elle avait préparés. « Je ne savais pas, mais peut-être que demain, si je suis encore là, tu pourras m'apprendre à le faire. » Le visage de George s'illumina légèrement. « Vraiment? Vraiment? » Il sortit en rampant de sous la table et laissa Clara l'aider à monter sur la chaise. Lorsqu'il se retourna, il vit que Thomas l'observait avec une expression qu'il ne savait pas déchiffrer. « Asseyez-vous, mademoiselle Whitmore, » dit-il d'une voix rauque. « Mangez. » Clara s'assit. Elle avait plus faim qu'elle ne le pensait, et les œufs, aussi simples fussent-ils, lui semblèrent être le meilleur repas qu'elle ait mangé depuis des semaines. Le repas se déroula dans un silence relatif, les enfants étant trop occupés à manger pour discuter. Lorsque les assiettes furent vides, Harriet commença à les débarrasser, tandis que les plus jeunes se dispersaient pour accomplir leurs tâches matinales. Thomas resta assis, sa tasse de café vide à la main, la mâchoire serrée. « Il faut qu'on parle, » dit-il à voix basse. Clara acquiesça et le suivit hors de la cuisine, traversant le salon jusqu'à un petit bureau près du couloir. C'était clairement son espace.
Des papiers empilés sur un bureau, une armoire à fusil au mur, une seule chaise qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Thomas ferma la porte et se tourna vers elle. Je te dois des excuses. Quoi que Clara ait pu attendre, ce n'était pas ça. Ce que j'ai dit à la gare, la façon dont je t'ai traité. Il passa la main dans ses cheveux, l'air mal à l'aise. Ce n'était pas bien. Mes enfants me l'ont fait comprendre hier soir d'une manière que je n'oublierai pas de sitôt. Monsieur Garrett, laissez-moi finir. Il leva la main. J'ai commandé une femme par correspondance parce que cette ferme tombe en ruine, que mes enfants ont besoin d'une mère et que je ne peux plus tout faire tout seul. C'est la vérité. Mais quand je t'ai vu descendre du train, elle cessa de bouger la mâchoire. Tu lui ressembles, dit-elle finalement. À ma femme Martha, les mêmes cheveux bruns, la même silhouette mince, le même regard. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression qu'elle revenait d'entre les morts et que moi, je ne pouvais pas. Sa voix s'est brisée. Il ne pouvait pas le supporter. Clara est restée immobile. Alors j'ai dit la chose la plus cruelle qui m'est venue à l'esprit parce que je voulais que tu partes. Je voulais arrêter de ressentir ce que je ressentais. Et je t'ai presque laissé mourir de froid parce que j'étais trop lâche pour affronter ma propre douleur. Thomas la regarda dans les yeux et elle y vit la honte, la haine de soi. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse. J'essaye juste d'expliquer. Je comprends de la douleur, Monsieur Garrett, dit Clara à voix basse. J'ai vu mes parents et mon frère mourir brûlés. Je sais ce que cela fait à une personne, comment cela vous donne envie de détruire tout ce qui vous rappelle ce que vous avez perdu. Thomas frissonna. Il ne savait pas pour l'incendie. Je ne vous en ai pas parlé dans mes lettres, j'ai seulement dit que ma famille était décédée. Je ne l'ai pas fait. Il déglutit péniblement. Il ne voulait pas l'expliquer. Ils restèrent dans un silence pesant pendant un long moment. Que voulez-vous, mademoiselle Whitmore? Demanda finalement Thomas. La vérité, maintenant, sans fioriture. Que voulez-vous en étant ici? Clara réfléchit à la question. Elle y réfléchit vraiment. Je veux être utile, elle dit. Je veux être importante pour quelqu'un. Je veux me réveiller le matin avec une raison de sortir du lit. Je veux... Sa voix se brisa. Je veux un foyer. Un vrai foyer avec des gens qui ont besoin de moi. Même si ces gens sont un rancher ruiné et 7 enfants qui ne savent plus comment être une famille, surtout dans ce cas. Thomas l'observa longuement, puis il hocha brusquement la tête une fois. Très bien, voici ce que je te propose. Le gîte et le couvert, 5 dollars par mois. Tu aideras Harriet à s'occuper de la maison et des jeunes enfants. Tu cuisineras, tu nettoieras, tu raccommoderas les vêtements, tout ce qui sera nécessaire. Ce n'est pas une demande en mariage. Je tiens à le préciser. C'est un travail, rien de plus. Je comprends. Bien. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Mes enfants ont déjà perdu une mère. Si tu pars, pars aujourd'hui, avant qu'ils ne s'attachent à toi, car si tu restes et que tu pars ensuite, tu leur feras plus de mal que je ne pourrai jamais leur en faire. Clara le regarda fixement dans les yeux. Je n'ai pas l'intention de partir, Monsieur Garrett. Parfois, les plans changent, mais je n'ai nulle part où aller et rien vers quoi retourner. Tout est ici pour moi. Ce ranch, ces enfants, cette vie. Je ne cherche pas de meilleures options, car il n'y en a pas. Quelque chose brilla sur le visage de Thomas. Peut-être de la reconnaissance ou le début de la foi. Nous verrons, dit-il. Les actes parlent plus que les mots. Il partit sans rien dire d'autre. Clara resta seule dans le bureau, le cœur battant fort. On lui avait donné une chance fragile et conditionnelle, mais une chance quand même. Elle avait l'intention d'en tirer le meilleur parti. Les jours suivants se déroulèrent à un rythme régulier. Clara se levait avant l'aube pour allumer le feu et préparer le petit déjeuner. Elle apprit que Lucy aimait les œufs peu cuits. Daniel les aimait bien cuits et George ne mangeait rien à moins que quelqu'un ne s'assoie avec lui et lui raconte des histoires. Elle apprit que Rose faisait ses dents et criait à des intervalles imprévisibles. Elle apprit que Harriet était épuisée au-delà de ce que les mots peuvent exprimer et reconnaissante au-delà de ce que les mots peuvent exprimer pour toute l'aide que Clara pouvait lui apporter. Elle apprit que Thomas Garrett l'observait constamment, comme s'il s'attendait à ce qu'elle échoue. Une semaine passa, puis 2. Clara se mit au travail avec un acharnement qui frôlait l'obsession. Elle frotta les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, et elle raccommodait les vêtements qui attendaient depuis des mois d'être réparés. Elle réorganisa le garde-manger, dépoussiéra les tapis
et, d'une manière ou d'une autre, réussit à faire en sorte que la cuisine capricieuse produise des repas qui ne brûlaient pas. Les enfants s'attachèrent peu à peu à elle, chacun à sa manière. Lucy devint son ombre, la suivant de pièce en pièce, la bombardant de questions sur tout, de la couleur de l'océan à la raison pour laquelle le ciel était bleu. George commença à lui apporter sa poupée de chiffon pour qu'elle l'examine, déclarant que Clara était une bien meilleure docteure qu'Harriet. Les jumeaux la mettaient constamment à l'épreuve en lui faisant des farces et en dépassant les limites. Mais leurs espiègleries s'atténuèrent lorsque Clara se mit à rire de leurs blagues au lieu de les gronder. Abby observait Clara d'un œil méfiant, mais elle commença à lui demander de l'aide pour la couture lorsqu'elle pensait que personne d'autre ne regardait. William gardait une distance polie mais réservée. Cela faisait 2 ans qu'il était l'homme de la maison, et Clara sentait qu'il ne savait pas trop comment se comporter en sa présence. Était-elle, elle, une concurrente? Une menace pour le rôle qu'il s'était forgé? Harriet était la plus facile. Elle était simplement reconnaissante. Reconnaissante d'avoir quelqu'un avec qui partager le fardeau. Reconnaissante de pouvoir dormir quelques heures. Reconnaissante d'avoir une conversation adulte qui ne tournait pas autour des prix du bétail ou des clôtures cassées. Et Thomas restait un mur. Il venait manger, grognait un merci et retournait au travail à la ferme qui occupait ses journées. Il ne parlait pas à Clara plus que nécessaire. Il ne reconnaissait pas les changements qu'elle apportait à la maison. Il ne donnait aucun signe qu'il la remarquait. Jusqu'à ce qu'un soir, tout change. Il était presque minuit. Clara s'était endormie dans le fauteuil près du feu, un panier de raccommodage sur les genoux. Épuisée par une journée qui avait commencé à 4 heures du matin, elle se réveilla au bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait et des pas qui se dirigeaient vers la cuisine. Thomas. Elle aurait dû se taire, faire semblant de dormir. Mais au lieu de cela, elle ramassa ses pièces à raccommoder et le suivit. Il se tenait debout près de l'évier, dos à elle, les épaules tremblantes. Clara s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Thomas Garrett, le rancher sévère et inflexible, qui n'avait montré aucun signe de faiblesse depuis son arrivée, était en train de pleurer. Elle aurait dû partir, le laisser seul. Cela ne la regardait pas, mais ses pieds refusaient de bouger. Monsieur Garrett se raidit, mais ne se retourna pas. « Allez vous coucher, mademoiselle Whitmore. Vous allez bien? » « Je vous ai dit d'aller vous coucher. » Clara hésita. Puis elle s'approcha du placard, sortit une bouteille de whisky qu'elle avait trouvée en rangeant et servit 2 verres. Elle en passa un sur le comptoir, près de la main de Thomas, et s'assit à table avec l'autre. « Je ne vais pas en parler, » dit Thomas sèchement. « Je ne vous ai rien demandé. » Il se retourna, puis son visage se remplit de larmes et ses yeux rougirent. « Alors, qu'est-ce que tu fais? Assise et en train de boire, tu peux me tenir compagnie ou pas. Dans tous les cas, je ne vais pas encore me coucher. » Thomas la fixa longuement, puis il prit le verre, le vida d'un trait et s'assit lourdement en face d'elle. Aujourd'hui aurait été son anniversaire, dit-il, celui de Martha. Elle aurait eu 38 ans. Clara ne dit rien. Elle attendit simplement. « J'ai oublié. Mon Dieu, aide-moi. J'ai failli oublier. J'ai passé toute la journée à réparer les clôtures du Pré-Nord. Et ce n'est qu'en rentrant à la maison et en voyant Lucy regarder cette photo, celle du salon, que je m'en suis souvenu. La douleur fait des choses étranges à la mémoire. Je suis en train de l'oublier. Petit à petit, je la perds. » La voix de Thomas se brisa. Le son de son rire, son odeur, le contact de sa main dans la mienne. Tout s'estompe et je ne peux rien y faire. Et je me déteste pour cela. Ce n'est pas oublier. C'est guérir. Thomas releva brusquement la tête. Guérir de sa perte, c'est ce que tu appelles guérir. Les contours acérés de la douleur s'adoucissent avec le temps. Cela ne signifie pas que tu l'aimes moins. Cela signifie que tu apprends à porter le poids de la perte sans qu'il t'écrase. Clara but une gorgée de whisky. Ma mère est morte depuis 4 mois. Il y a des jours où je ne peux pas me souvenir de son visage sans regarder une photo. Cela signifie-t-il que j'ai cessé de l'aimer? Thomas resta silencieux pendant un long moment. Tu parles comme si tu comprenais. Je te l'ai dit, j'ai vu ma famille mourir. Raconte-moi. Les mots sortirent d'une voix rauque, presque comme une exigence. Raconte-moi ce qui s'est passé. Clara posa son verre sur la table. Elle n'avait jamais raconté toute l'histoire à personne, ni aux voisins qui l'avaient trouvée en train de crier dans le jardin.
ni au pasteur qui avait célébré des funérailles. À personne. Mais quelque chose à ce moment-là, l'obscurité, la douleur partagée, le whisky qui lui réchauffait le sang, lui délia la langue. Il s'appelait Jacob Crane. Il voulait nos terres. Mon père a refusé de les vendre. Crane l'a menacé, mais papa ne l'a pas pris au sérieux. Il a dit que personne ne passerait à l'acte. Elle s'est interrompue et a dégluti. Il avait tort. Thomas a attendu. J'étais en ville quand c'est arrivé. Je livrais des gâteaux pour la réunion sociale de l'église. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la grange en feu. Je pouvais les entendre crier à l'intérieur. Mon père, ma mère, mon frère, Tommy. Crane les avait enfermés et avait mis le feu. Mon Dieu, j'ai essayé de les atteindre. Je me suis brûlé les mains en essayant d'enfoncer la porte. Clara regarda ses paumes, les cicatrices encore roses et sensibles. Mais il faisait trop chaud, tout s'était passé trop vite. Quand les voisins sont arrivés, il était déjà trop tard. Et Crane était parti, il avait disparu cette nuit-là. Le shérif a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver qu'il était responsable. Il a dit que cela pouvait être un accident. La voix de Clara s'est durcie. Ce n'était pas un accident. Je l'ai vu s'enfuir. J'ai vu son visage à la lueur du feu. Mais ma parole contre son argent et ses relations ne valait rien. Thomas serra les poings sur la table. Alors je me suis enfui. J'ai changé de nom. Je suis devenu une épouse par correspondance parce que c'était le seul moyen pour moi de m'éloigner suffisamment pour qu'il ne me retrouve jamais. Parce que les journaux avaient annoncé que toute la famille était morte dans l'incendie, et je voulais qu'ils le croient, je voulais disparaître complètement. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui soit au courant? Clara secoua la tête. Il n'y a que toi. Pourquoi me le dis-tu? Elle le regarda dans les yeux. Parce que tu me l'as demandé. Parce que nous portons toutes les deux un fardeau qui semble impossible à supporter. Parce que je suis fatigué de faire semblant de ne pas être terrifié chaque jour. Thomas resta silencieux pendant un long moment. Puis il se pencha sur la table et couvrit sa main marquée de cicatrices avec la sienne. Il ne te trouvera pas ici. Et s'il le fait, il devra passer sur mon cadavre. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ce n'était même pas particulièrement chaleureux, mais c'était le premier véritable lien que Clara avait ressenti depuis son arrivée dans ce ranch, et cela l'avait touchée plus qu'elle ne l'aurait cru. « Merci », murmura-t-elle. Thomas retira sa main, presque gêné par son geste. « Dormez un peu, Mal Whitmore. Nous nous lèverons tôt demain matin. » Il quitta la cuisine sans se retourner, mais quelque chose avait changé entre eux. Un mur s'était fissuré, même s'il ne s'était pas effondré. Clara resta assise seule dans la cuisine obscure pendant longtemps. Sa main couverte de cicatrices pressait son cœur. 3 semaines devinrent 4. Clara s'adapta de plus en plus au rythme de la vie au ranch. Elle apprit quels enfants avaient besoin d'une discipline ferme et lesquels avaient besoin d'un encouragement doux. Elle apprit que la clé pour gagner la confiance de William était de lui demander conseil, de le traiter comme l'adulte qu'il s'efforçait tant de devenir. Elle apprit que la fatigue d'Abby était en réalité de la peur. La peur d'aimer quelqu'un qui pourrait partir. Elle apprit que Thomas Garrett, sous ses airs brusques, l'observait avec quelque chose qui ressemblait moins à de la méfiance qu'à de l'espoir. La nuit où ils avaient discuté dans la cuisine avait changé les choses. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais son silence était désormais différent, moins hostile, plus confortable. Il avait commencé à rester après les repas, à lui demander son avis sur des questions mineures, à la remercier comme s'il le pensait vraiment. Puis vint le jour où Lucy tomba à Léo. Clara était dans la cuisine lorsqu'elle entendit Abby crier. Elle laissa tomber le bol qu'elle tenait dans ses mains et courut, le cœur battant à toute rompre, vers l'étang derrière la grange. Les enfants avaient été avertis 1000 fois de ne pas s'en approcher en hiver. Mais les enfants sont des enfants, et la curiosité l'emportait sur la prudence. Lucy était immergée dans l'eau jusqu'à la poitrine, ses petites mains griffant le bord de la glace et ses lèvres déjà bleues. William était allongé sur la glace essayant de l'atteindre, mais il ne pouvait pas s'approcher suffisamment sans risquer de tomber lui-même. Abby pleurait. Les jumeaux étaient paralysés par le choc. George serrait sa poupée de chiffon et pleurait. Clara n'a pas réfléchi. Elle attrapa la corde qui pendait du mur de la grange, en attacha une extrémité à sa taille et donna l'autre à William. « Ne lâchez pas, mademoiselle Clara, vous ne pouvez pas faire ça. » Mais elle était déjà en train de bouger, rampant sur le ventre sur la glace, répartissant son poids, priant pour que la surface tienne le coup. « Lucy, Lucy, regardez-moi. »
Les dents de la petite fille claquaient si fort qu'elle pouvait à peine parler. Mademoiselle Clara, je suis désolé, je ne voulais pas. Je sais, ma chérie. Ce n'est pas grave. J'arrive. La glace craquait sous elle. Clara continua d'avancer. 5D, 4-3, elle pouvait voir la terreur dans les yeux de Lucy. Ses petites doigts perdaient leur prise. Attrape ma main, Lucy. Tu peux le faire. Tends le bras aussi loin que possible. Lucy tendit une main tremblante. Clara se jeta en avant, l'attrapa et tira. La glace se brisa. Pendant un moment terrifiant, Clara sentit qu'elle glissait. Elle sentit l'eau froide se précipiter vers elle. Mais alors, la corde se tendit et William la tira, entraînant Lucy avec elle, et ils glissèrent en arrière sur la glace, s'éloignant du trou. Ils atteignirent la terre ferme, emmêlés dans un enchevêtrement de membres et de vêtements trempés. Lucy sanglotait, s'accrochant à Clara comme si elle n'allait jamais la lâcher. « Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. » Clara la serra fort dans ses bras, le corps tremblant à présent de froid et de terreur tardive. « Je te tiens. Tu es en sécurité. Je te tiens. Que s'est-il passé? » La voix de Thomas résonna dans la cour. Il était dans le pré le plus éloigné lorsque les cris ont commencé, mais il avait dû galoper comme le diable lui-même pour arriver aussi vite. Il contempla la scène. Sa fille était trempée et avait les lèvres bleues. Clara n'était guère mieux. Le trou dans la glace était encore visible derrière elle et son visage pâli. Lucy. Papa. Lucy lâcha Clara et courut vers son père, se jetant dans ses bras. Thomas la prit, la souleva et la serra si fort dans ses bras que Clara crut qu'il allait la briser en deux. Son regard croisa celui de Clara par-dessus la tête de sa fille. « Laisse tomber, » dit Clara en claquant des dents. « Je l'ai sortie de là. » Thomas la regarda fixement pendant un long moment. Puis il se retourna et se dirigea vers la maison. Lucy était toujours dans ses bras, aboyant des ordres par-dessus son épaule. Harriet, de l'eau chaude. William, des couvertures. Tout le monde à l'intérieur maintenant. Clara essaya de se lever et découvrit que ses jambes ne la soutenaient pas. Le froid s'était infiltré dans ses os. Et maintenant que l'urgence était passée, son corps s'éteignait. Des bras forts la soulevèrent. Thomas était revenu. Il avait confié Lucy à Harriet et était revenu chercher Clara. « Je peux marcher, » protesta-t-elle faiblement. « Non, tu ne peux pas. Arrête de discuter. » Il la porta jusqu'à la maison, monta les escaliers, entra dans sa chambre, la coucha sur le lit et commença à la couvrir de couvertures avec des mains qui n'étaient pas tout à fait fermes. « Tu aurais pu mourir, » dit-il. « Lucy aussi, tu t'es aventurée sur la glace qui était déjà brisée. Tu as risqué ta vie pour ma fille. » Clara le regarda. Son visage était tout prêt, son souffle chaud sur ses joues glacées. « Ce n'est plus seulement ta fille, » dit Clara. « C'est aussi la mienne, ils sont tous à moi. Je sais que tu n'as pas demandé ça. Je sais que ce n'était censé être qu'un travail. Mais j'aime ces enfants, Thomas. Je les aime comme s'ils étaient les miens. » Quelque chose se brisa dans les yeux de Thomas Garrett. Quelque chose qu'il retenait depuis 2 ans, depuis qu'il avait enterré sa femme et fermé son cœur. Clara, son prénom, la première fois qu'elle l'avait utilisé. Je ne le mérite pas. « Arrête !» Elle leva la main et pressa ses doigts froids contre ses lèvres. « Ne me dis pas ce que tu mérites ou ne mérites pas. Dis-moi ce que tu veux. » Thomas ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, ils brillaient de larmes. Il refusa de les laisser couler. « Je veux que tu restes. Pas comme employé. Pas comme une fiancée par correspondance que j'ai envoyée parce que j'avais besoin de quelqu'un pour cuisiner et faire le ménage. Je veux que tu restes parce que cette maison n'est plus un foyer sans toi. Parce que mes enfants ont recommencé à rire depuis ton arrivée. Parce que moi aussi. » Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses doigts glacés. « Demande-le-moi comme il se doit. » Thomas lui prit la main, sa main pleine de cicatrices et glacée. « Reste, » lui dit-il. « S'il te plaît, reste pour toujours. » Et Clara Whitmore, qui était arrivée dans le Wyoming prête à mourir, sentit quelque chose fleurir dans sa poitrine. Oui, les semaines qui suivirent, alors que la glace recouvrait tout d'or, Clara se réveillait chaque matin avec les mots de Thomas qui résonnaient dans sa tête. « Reste pour toujours. » Elle avait dit oui. Elle l'avait dit sincèrement. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, les murs qui entouraient le cœur de Thomas Garrett avaient commencé à s'effondrer. Maintenant, il souriait. Pas souvent,
Pas facilement, mais suffisamment pour que les enfants le remarquent. Papa riait pendant le petit déjeuner. Lucy chuchota à Clara un matin, les yeux gris écarquillés de surprise. Il a vraiment ri. J'avais oublié à quoi cela ressemblait. Clara serra la petite fille dans ses bras et l'embrassa sur la tête. Les gens guérissent, ma chérie, même lorsqu'ils pensent qu'ils ne le peuvent pas. Tu l'as guéri? Non, il se guérit tout seul. Je l'aide simplement à se rappeler comment faire. Le ranch se transforma en même temps que son propriétaire. Clara convainquit Thomas de la laisser accrocher des rideaux dans ce salon, puis des tableaux, puis les courtes pointes que Martha avait confectionnées et qui étaient restées rangées dans des malles pendant 2 ans parce que les voir lui faisaient trop mal. Elle aurait voulu que ses enfants aient cela, dit Clara avec délicatesse lorsque Thomas hésita. Elle les a faites avec amour. Cet amour ne devrait pas être caché. Thomas passa ses doigts rugueux sur les coutures réalisées par sa femme. Il serra la mâchoire, mais acquiesça. Les enfants réagirent à ces changements comme des fleurs qui se tournent vers le soleil. Samuel et Daniel cessèrent de se disputer autant. Abby se mit à chanter pendant qu'elle travaillait. George quitta sa cachette sous la table et se mit à suivre Thomas partout dans le ranch, le bombardant de questions sur le bétail, les chevaux et le temps. Même William s'adoucit. Il commença à m'appeler Clara, Mademoiselle Clara, au lieu de Mademoiselle Whitmore. Et une fois, lorsqu'elle se brûla la main sur la cuisinière, il fut le premier à lui apporter de l'eau froide et un bandage. Merci, dit Clara, surprise par sa gentillesse. William haussa les épaules, l'air embarrassé. Vous avez été bonne avec nous. Le moins que je puisse faire, c'est de vous rendre l'appareil. Harriet avait tout remarqué. Un soir, après que les plus jeunes enfants se furent couchés, elle prit Clara à part. C'est différent, dit-elle sans préambule. Papa redevient celui qu'il était avant la mort de maman. C'est une bonne chose. C'est un miracle. Les yeux de Harriet brillaient. Elle avait perdu espoir. Nous l'avions tous perdu. Et puis tu es arrivé. Je n'ai rien fait de spécial. Tu es resté. Après tout ce que P a dit, après la façon dont il t'a traité, tu es resté. Tu n'as aucune idée à quel point c'est rare. Clara repensa au banc glacé de la gare, à quel point elle avait été proche de tout abandonner. Parfois, rester est la seule option, dit-elle à voix basse. Quand on n'a nulle part ailleurs où aller. Tu n'es pas resté pour ça, et nous le savons tous les deux. Harriet lui serra la main et partit. Et Clara resta seule dans la cuisine, se demandant quand exactement cette maison avait cessé d'être un refuge pour elle et avait commencé à être un foyer. 5 semaines après le gel, Thomas demanda à Clara de faire une promenade avec lui. Les enfants étaient couchés. Le ranch était silencieux. La pleine lune brillait sur le paysage du Wyoming. Au début qu'ils marchèrent en silence, leur souffle formant des nuages blancs dans l'air froid de la nuit. Puis Thomas s'arrêta et se tourna vers elle. « J'ai réfléchi, dit-il. Le cœur de Clara se mit à battre plus fort. À quoi? À quoi? Je t'ai demandé de rester pour toujours. Il passa le poids d'un pied à l'autre, semblant inhabituellement nerveux. Je n'aurais pas dû le dire comme ça en pleine situation d'urgence, alors que tu étais à moitié gelé et effrayé. Ce n'était pas juste. Clara sentit un nœud se former dans son estomac. Tu te rétractes? Non. Thomas s'approcha. Cette fois, je vais le dire comme il se doit. Il prit ses mains dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses, chaudes et fermes. Clara Whitmore, je ne suis pas un homme qui sait dire de belles paroles. Je ne suis ni romantique, ni séducteur, ni rien de ce que les femmes désirent. Mais je sais ce que je ressens, et je sens que tu as ressuscité cette famille. Je sens que me réveiller a un sens parce que tu es là. Je sens que peut-être, juste peut-être, je pourrais apprendre à être heureux à nouveau. Clara ne pouvait plus respirer. Je te demande de m'épouser, dit Thomas. Non pas parce que j'ai besoin d'une gouvernante ou d'une mère pour mes enfants, parce que j'ai besoin de toi, parce que je t'aime. Les mots la frappèrent comme une force physique. Tu m'aimes? Oui, que Dieu m'aide. Je t'aime. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu ne ressens peut-être pas la même chose, mais je ne pouvais pas passer un jour de plus sans te le dire. Clara regarda cet homme qui l'avait rejeté, qui avait été si cruel, puis qui s'était battu pour gagner sa confiance. Cet homme qui l'avait porté dans ses bras lorsqu'elle ne pouvait plus marcher et qui lui avait tenu la main pendant qu'elle lui confiait ses secrets les plus sombres. Cet homme dont les enfants étaient devenus ses enfants, dont la maison était devenue son foyer. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle.
Le visage de Thomas se transforma. Ses traits sévères s'adoucirent. Ses yeux méfiants s'ouvrirent. Vraiment, je t'aime depuis des semaines. J'avais peur de te le dire. Peur de quoi? Que tu me rejettes à nouveau? Que ce soit trop beau pour être vrai? Que quelque chose arrive et gâche tout? Thomas l'attira dans ses bras. Elle se laissa aller, appuyant son visage contre sa poitrine, sentant les battements de son cœur sous sa joue. Rien ne gâchera cela, dit-il avec férocité. Je ne le permettrai pas. Clara voulait le croire. Elle le souhaitait de toutes ses forces. Mais quelque part au fond de son esprit, une ombre s'agita. Un souvenir qu'elle avait tenté d'enfouir. Un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis son arrivée dans le Wyoming. Jacob Crane. Elle chassa cette pensée et laissa Thomas la serrer dans ses bras sous la lumière de la lune. Tout allait bien se passer. Il le fallait. Les fiançailles apportèrent leur lot de chaos et de joie. Lucy poussa un cri si fort quand on lui annonça la nouvelle que Rose se mit à pleurer et que George se boucha les oreilles. Samuel et Daniel se mirent immédiatement à se disputer pour savoir qui porterait les alliances. Abby fondit en larmes et dut être consolée par Harriet, qui pleurait elle aussi. William serra solennellement la main de Thomas et dit « Il était temps, P. Prends soin de toi, mon garçon. Je ne fais que dire la vérité. » En quelques jours, tout le village semblait être au courant. Clara ne comprenait pas comment la nouvelle s'était répandue si rapidement dans un endroit aussi isolé. Mais apparemment, le propriétaire du magasin général avait vu Thomas acheter du tissu pour une nouvelle robe et sa femme l'avait dit à la femme du pasteur, qui l'avait à son tour dit à tout le monde. Des femmes que Clara n'avait jamais vues commencèrent à se présenter au ranch avec des plats cuisinés et des félicitations. Des hommes qu'elle ne connaissait pas lui ôtaient leur chapeau et l'appelaient Madame Garrett, alors que le mariage n'avait pas encore eu lieu. C'était à la fois bouleversant, merveilleux et terrifiant. Je ne sais pas comment être la femme d'un éleveur, avoua Clara à Harriet un après-midi. Je ne sais pas comment m'intégrer dans cette communauté. Et s'il ne m'accepte pas, il t'accepte déjà, dit Harriet. Tu as sauvé la vie de Lucy. Cette histoire a été racontée dans tous les salons et toutes les tavernes de Bitter Creek. Tu es une héroïne. Je ne suis pas une héroïne. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, tu as fait ce qu'une mère aurait fait. C'est différent. Clara repensa longuement à ces mots. 6 semaines après les fiançailles, la première lettre arriva. Thomas la rapporta de la ville, le visage inquiet. Il l'attendait au bureau de poste. Elle était adressée à toi. Clara la prit d'entre ses mains tremblantes. Elle ne reconnut pas l'écriture, mais quelque chose dans cette lettre lui glaça le sang. Elle l'ouvrit. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. « Je sais que tu es en vie. Je sais où tu es. Tu pensais pouvoir te cacher éternellement. Tu ne peux pas fuir ce que tu as vu. Tu ne peux pas échapper à ce que tu sais. Je vais te retrouver, Clara. Et cette fois, je finirai ce que j'ai commencé. Pas de signature, pas d'expéditeur. Mais Clara savait. Jacob Crane l'avait retrouvé. Clara. La voix de Thomas semblait venir de très loin. Clara, qu'y a-t-il? Tu es pâle comme un fantôme. Elle ne pouvait ni parler ni bouger. La lettre tremblait entre ses mains. Thomas la lui prit. Lis-la. Son visage passa de l'inquiétude à la colère en quelques secondes. Qui a envoyé ça? Jacob Crane. Ce nom lui semblait aussi toxique que du poison sur sa langue. L'homme qui a tué ma famille. Je croyais que tu avais dit qu'il ne savait pas que tu avais survécu. Il ne le savait pas. Maintenant, il le sait. Thomas la saisit par les épaules. Clara, regarde-moi. Elle se força à le regarder dans les yeux. Cet homme, ce Crane, raconte-moi tout. Ne cache rien. Elle lui raconta donc tout ce qu'elle lui avait déjà dit, et plus encore. Les menaces avant l'incendie, la façon dont Crane avait souri en s'éloignant des flammes, le shérif corrompu qui avait refusé d'enquêter, la terreur qui l'avait poussé vers l'ouest. Il a de l'argent, dit Clara, des relations. Il a probablement engagé quelqu'un pour me retrouver. J'ai été prudente, mais tu as utilisé ton vrai nom. J'ai dû le faire pour le permis de mariage. Je pensais... Elle rit amèrement. Je croyais être en sécurité ici. Je croyais qu'il ne me trouverait jamais. Thomas serra la mâchoire comme si elle était de pierre. Il ne t'aura pas. Tu ne comprends pas. Il a tué toute ma famille. Il les a brûlés vifs parce que mon père a refusé de lui vendre des terres. Ce n'est pas un homme qui abandonne. Ce n'est pas un homme qui fait preuve de pitié.
Moi non plus. Clara le regarda fixement. Thomas, j'étais capitaine dans l'armée de l'Union. J'ai tué des hommes qui méritaient de mourir. J'ai protégé ce qui m'appartenait contre quiconque tentait de me le prendre. Ses mains se crispèrent sur ses épaules. Tu es à moi maintenant, Clara. Toi et cette famille, et je mourrai avant de laisser quiconque te faire du mal. Ces mots auraient dû la réconforter. Au lieu de cela, ils la remplirent d'une nouvelle terreur. C'est ce qui me fait peur, murmura-t-elle. Que tu meurs, qu'il te tue aussi, comme il a tué tous les autres. Il ne le fera pas. Tu n'en sais rien. Je me connais et je sais que cet homme n'a aucune idée de ce dans quoi il s'embarque. Thomas l'attira vers lui et Clara s'accrocha à lui, essayant de croire que sa force serait suffisante. Mais au fond de son cœur, elle connaissait Jacob Crane. Elle connaissait sa patience, sa cruauté, son refus absolu de laisser des témoins en vie. L'ombre qu'elle fuyait l'avait finalement rattrapée. 3 jours plus tard, un inconnu arriva à Bitter Creek. Clara l'apprit par Harriet, qui était allée en ville pour faire des provisions. Un homme bien habillé posait des questions dans le salon. Des questions sur une femme de l'Est, des questions sur le ranch Garrett. Il le sait, dit Clara. Il est ici. Thomas remit sa ceinture avec son pistolet. Reste à la maison. Garde les enfants à l'intérieur. William, tu es aux commandes. P, laisse-moi venir avec toi. Non, ton travail est de protéger ta famille. Compris? Le jeune visage de William se durcit avec détermination. Oui, monsieur. Thomas partit seul. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Clara. Elle rassembla les enfants dans le salon principal, essayant de les calmer, tandis que son propre cœur battait fort contre ses côtes. Pourquoi on ne peut pas sortir? Se plaignait Samuel. Ce n'est pas juste. Parce que je le dis. Mais Samuel, la voix de Clara était plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Pas maintenant. Lucy grimpa sur les genoux de Clara, son petit corps tendu par une peur qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Il y a un problème? Clara lui caressa les cheveux. Ton papa s'occupe de quelque chose. Il reviendra bientôt. Je te le promets. Clara voulait le promettre. Elle voulait prononcer les mots qui arrangeraient tout. Mais elle ne pouvait pas mentir à cette petite fille qui lui faisait si pleinement confiance. Je l'espère, ma chérie. Je l'espère de tout mon cœur. Le soleil se couchait lorsque Thomas revint. Clara entendit son cheval et courut à la fenêtre, le cœur serré. Il était seul, indemne, mais le visage sombre. Elle l'accueillit à la porte. Que s'est-il passé? Les inconnus sont partis cet après-midi. Le serveur a dit qu'il avait spécifiquement demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu étais heureuse ici, si tu étais protégée. Que lui a répondu le serveur? La vérité. Que tu es fiancée à un ancien capitaine de l'armée qui a 7 enfants et une demi-douzaine de valets. Que cette communauté protège les siens. Thomas serra les mâchoires. Je ne pense pas que cela l'ait effrayé. Je pense qu'il cherchait simplement à obtenir des informations. Il prépare quelque chose. Probablement. Clara porta ses mains à son visage, essayant de réfléchir. Je devrais partir. Si je pars, il me suivra. Il vous laissera, toi et les enfants, tranquilles. Non, Thomas, écoute-moi. Non, elle retira ses mains de son visage. Tu ne peux pas te sacrifier pour nous protéger. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais si leur faites du mal, ce ne sera pas parce que nous serons prêts. Prêts? Comment? Les yeux de Thomas étaient froids, les yeux de soldats qu'elle avait aperçus auparavant. Je vais envoyer un message à quelques vieux amis, des hommes avec qui j'ai servi, des hommes qui savent se battre et qui n'ont pas peur de le faire. Il fit une pause. Et je vais t'apprendre à tirer. Clara cligna des yeux. Quoi? Tu m'as bien entendu. Si Crane vient te chercher, tu dois être capable de te défendre. Je ne serai pas toujours là. Tu dois savoir comment te défendre. Elle pensa à son père, qui n'avait jamais appris à se défendre, à sa mère et à son frère, qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas pu s'échapper d'une grange fermée à clé. D'accord, dit-elle, apprends-moi. La leçon commença. Le lendemain matin, Thomas l'emmena derrière la grange avec son revolver de rechange et un tas de boîtes de conserve vides. Il lui apprit comment tenir l'arme, comment viser, comment appuyer sur la détente au lieu de tirer brusquement. Le premier tir de Clara fut incontrôlé et ne toucha rien d'autre que l'air. Encore une fois, dit Thomas, elle réessaya. Elle rata à nouveau, et encore une fois. À la fin de la première heure,
Clara avait mal aux bras et les oreilles qui bourdonnaient, et elle n'avait touché qu'une seule boîte sur 20. Je suis vraiment nul, tu apprends. Personne n'est doué au début. Et si je ne suis pas assez doué quand il le faudra? Thomas se plaça derrière elle, ajustant la crosse, sa poitrine chaude contre son dos. Alors tu courras, tu te cacheras, tu resteras en vie. L'arme est le dernier recours, pas la première option. Tu comprends? Oui, bien. Une fois de plus, ils s'entraînèrent tous les jours pendant 2 semaines. La précision de Clara s'améliora petit à petit. Elle pouvait désormais toucher les boîtes de conserve la plupart du temps, si elles n'étaient pas trop loin. Thomas lui apprit à recharger rapidement, à débloquer l'arme, à tirer depuis différentes positions. Tu t'améliores, lui dit-il un après-midi, avec une pointe de fierté dans la voix. Je m'améliore suffisamment pour ne pas être sans défense. Ce n'est pas la même chose. Les femmes sans défense n'apprennent pas à tirer. Elles n'affrontent pas leur peur. Elles ne restent pas pour se battre pour ceux qu'elles aiment. Thomas lui caressa le visage avec ses mains. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Clara Whitmore. Je ne me sens pas courageuse. C'est parce que tu ne sais pas ce que signifie être courageux. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur. Il s'agit d'avoir peur et de faire ce qu'il faut faire quand même. Clara se pencha vers lui. Et si je ne suis pas capable de faire ce qu'il faut quand le moment viendra? Tu le feras. Comment le sais-tu? Parce que tu l'as déjà fait. Tu as sauté dans l'eau glacée pour sauver ma fille. Tu es resté alors que n'importe quelle personne sensée aurait fui. Tu es en train de construire une vie dans un endroit qui t'a rejeté au début. Son pouce caressa sa pommette. Tu as été courageuse dès le moment où je t'ai rencontré. Mais tu ne le vois pas encore. Clara l'embrassa alors. Elle l'embrassa comme si elle n'allait jamais avoir d'autre occasion. Car au fond d'elle-même, elle savait que la confrontation approchait et elle n'avait aucune idée si l'un d'eux survivrait. La nuit précédant l'attaque, Clara fit un rêve. Elle était de retour dans l'Ohio, debout devant la grange de sa famille. Les flammes rugissaient, la chaleur était insupportable et les cris de ses parents résonnaient dans la fumée. Elle essaya de courir vers eux, essaya de les sauver, mais ses jambes refusaient de bouger. C'est alors que Jacob Crane apparut à ses côtés, le visage éclairé par la lumière du feu. « Tu ne peux sauver personne, lui dit-il. Tu n'as pas pu les sauver. Tu ne sauveras pas ces nouvelles personnes auxquelles tu t'es attaché. Tous ceux que tu aimes meurent, Clara. C'est comme ça. Non, tu aurais dû mourir avec ta famille. C'était mon erreur. Je ne la referai plus. » Clara se réveilla en haletant. Thomas l'entourait déjà de ses bras, l'attirant vers lui. « Un cauchemar, murmura-t-il contre ses cheveux. « Oui, toujours le même. » Il la serra plus fort dans ses bras. « Il ne gagnera pas, Clara. Je te le promets. » Clara appuya son visage contre sa poitrine et essaya de le croire. Mais le rêve resta avec elle dans l'obscurité, lui murmurant sa terrible prophétie. « Tous ceux que tu aimes meurent. Tous ceux que tu aimes meurent. Tous ceux que tu aimes meurent. » Elle ne dormit plus de la nuit. Et lorsque l'aube arriva, rose et paisible, sur le paysage du Wyoming, Clara la contempla avec la certitude que tout était sur le point de changer. Seulement, elle ne savait pas à quel point. L'attaque eut lieu 3 jours plus tard. Clara était dans la cuisine en train d'apprendre à Lucy à pétrir du pain lorsqu'elle le sentit. De la fumée. Pas la fumée agréable du bois de son poêle, mais quelque chose de plus intense, de plus dangereux. Elle courut vers la fenêtre. La grange était en feu. « Thomas !» cria Clara. « Thomas !» cria-t-il en faisant irruption par la porte arrière, le visage déjà noirci par la suie. « Prendre les enfants. Emmène-les à la cave tout de suite. Les chevaux. Ezra est en train de les sortir. Clara, dépêche-toi. » Il attrapa Lucy et courut. La petite fille pleurait et posait des questions auxquelles Clara ne pouvait répondre. George apparut de nulle part, serrant sa poupée de chiffon, les yeux écarquillés de terreur. « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Viens avec moi, ma chérie. Vite. » Harriet était déjà en train de rassembler les plus petits. Samuel et Daniel, pour une fois, ne se disputaient pas, leur visage pâle de peur. Abby tenait Rose, la petite fille qui pleurait, sur sa hanche. « Où est William? » demanda Clara. « Il est allé aider P. »« Non. » Clara sentit son sang se glacer. « Il est censé rester avec toi. »« Il ne m'a pas écouté. Il a dit qu'il n'était plus un enfant. » Clara poussa Lucy vers Harriet. « Emmène-les à la cave. Verrouille la porte. N'ouvre à personne sauf à moi ou à Thomas. Où vas-tu? » Chercher William. Elle n'attendit pas de réponse. Elle courut. La cour était en proie au chaos.
Il y avait de la fumée partout. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle pouvait entendre les hommes crier, les chevaux hennir et le rugissement terrifiant des flammes qui consumaient la grange que Thomas venait de finir de reconstruire. Et puis elle les vit. Jacob Crane se tenait au milieu de la cour, calme comme un dimanche matin, un pistolet à la main. Derrière lui, 3 hommes à cheval observaient la destruction avec des sourires satisfaits. Thomas était à genoux devant Crane. Du sang coulait d'une blessure au front. L'arme de Crane était pointée sur son crâne. William gisait immobile sur le sol à proximité. Non. Le cri déchira la gorge de Clara. Crane se retourna et sourit. La voilà, celle qui s'est échappée. Les jambes de Clara continuaient à bouger, même si son esprit lui criait d'arrêter. Elle tomba à genoux près de William, cherchant frénétiquement son pouls avec ses mains. Il était là, faible mais constant. Il était vivant. Il est juste inconscient, dit Crane avec indifférence. Mes hommes se sont un peu précipités. Je leur ai dit que je les voulais tous vivants pour l'instant. Clara le regarda. Cet homme qui hantait ses cauchemars depuis des mois. Ce monstre qui avait assassiné sa famille et brûlé tout ce qu'elle aimait. Il semblait si normal. De taille moyenne, de corpulence moyenne, bien habillé dans un costume de ville qui n'avait rien à voir avec un ranch du Wyoming. Rien en lui ne laissait deviner la méchanceté qui l'habitait. Que voulez-vous? La voix de Clara était plus ferme qu'elle ne se sentait. Vous savez ce que je veux? Crane pointa son arme sur Thomas. Je veux ce que j'ai toujours voulu, le silence. Vous êtes le seul témoin de ce qui s'est passé dans l'Ohio. Le seul détail qui cloche. Je n'aime pas les détails qui clochent. Me tuer ne changera pas ce que tu as fait. Non, mais cela garantira que personne ne le prouvera jamais. Le sourire de Crane s'élargit. J'ai travaillé très dur pour construire ce que j'ai. Des terres, de l'argent, des relations politiques. Je ne laisserai pas une fermière de l'Ohio détruire tout cela. Clara! La voix de Thomas était rauque à cause de la douleur. Cours, fuis. Touchant, dit Crane. Mais elle ne fuira pas. N'est-ce pas, Clara? Parce que si tu le fais, je tuerai tout le monde dans ce ranch, les enfants dans la cave, le ouvrier dans la grange et ton fiancé ici, lentement et douloureusement. Clara sentit quelque chose changer en elle. La peur était toujours là, mais quelque chose d'autre émergeait en dessous. Quelque chose de froid, de dur et d'absolument sûr. Laisse-les partir, dit-elle. Je viendrai avec toi. Je signerai tous les aveux que tu voudras. Je disparaîtrai pour toujours. Laisse-les juste vivre. Clara, non. Tais-toi. Crane appuya son arme plus fort contre la tête de Thomas. La femme parle. Marché conclu? Clara se leva lentement, les mains en l'air, ma vie contre les leurs. Crane la scruta de ses yeux froids et calculateurs. Tu mourrais vraiment pour ces gens. Un homme qui t'a rejeté et des enfants qui ne sont pas les siens. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont ma famille et que ça vaut la peine de mourir pour sa famille. Pendant un instant, quelque chose brilla dans le regard de Crane. Peut-être de la confusion ou du mépris pour une émotion qu'il ne pouvait pas comprendre. Quel sentimentalisme! Il fit signe à l'un de ses hommes. Attachez-la, nous la ramènerons en Ohio, obtenez cette confession. Puis un cri retentit depuis la maison. Clara se retourna. Lucy courait vers eux dans le jardin, ses petites jambes bougeant rapidement et le visage baigné de larmes. Non! Clara se précipita vers elle. Lucy, reviens! Crane bougea plus vite. Il attrapa Lucy par le bras et la souleva comme si elle était une poupée de chiffon. Eh bien, qu'avons-nous là? Lâche-la! Thomas rugit en essayant de se relever. L'un des hommes de Crane le renversa à nouveau d'un coup de pied. Lucy se débattait dans les bras de Crane, pleurant et le frappant de ses petites poings. Lâche-moi, lâche-moi. Tu me fais mal, quelle petite fille vive. La voix de Crane était douce comme de l'acier. Elle me rappelle le garçon. Ton frère Clara. Comment s'appelait-il déjà? Thomas, c'est ça? Lui aussi s'est battu jusqu'au bout. Clara ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage terrifié de Lucy, le pistolet de Crane et les flammes qui consumaient tout derrière eux. « S'il te plaît, murmura-t-elle, s'il te plaît, ce n'est qu'une enfant, comme ton frère. Je ferai tout ce que tu veux. Laisse-la partir. » Crane pencha la tête, pensif. Puis il poussa Lucy vers l'un de ses hommes. « Tenez-la. Si quelqu'un bouge, tirez d'abord sur la petite fille. » Lucy cria lorsque l'homme l'attrapa.
Le cœur de Clara se brisa. Maintenant, dit Crane en se tournant vers Clara, où en étions-nous? Ah oui, tu étais sur le point de venir avec moi de ton plein gré. Ne fais pas ça, dit Thomas. Clara, non. Crane le frappa au visage avec son pistolet. Thomas tomba sur le côté, du sang coulant de sa tempe. Papa. Le cri de Lucy était pure terreur. Clara sentit quelque chose se briser en elle. La peur, la paralysie, l'impuissance, tout s'évanouit dans une vague de colère brûlante. Cet homme lui avait déjà tout pris. Ses parents, son frère, sa maison, son sentiment de sécurité. Il ne lui avait laissé que de la douleur et des cauchemars, et la certitude qu'elle ne se sentirait plus jamais entière. Et maintenant, il essayait de lui prendre tout ce qu'elle avait reconstruit. L'homme qu'elle aimait, les enfants qu'elle avait accueillis comme les siens, la vie pour laquelle elle s'était battue si durement. Plus jamais. La main de Clara se glissa dans sa poche. Le petit pistolet que Thomas lui avait donné était toujours là, caché dans les plis de sa robe. Il lui avait dit de toujours l'avoir sur elle, au cas où. « Tu veux que je vienne avec toi? » dit Clara d'une voix étrangement calme. « Oui, d'accord. » Elle fit un pas en avant. « Laisse la petite passer en premier. »« Je ne pense pas, alors nous avons un problème. » La main de Clara se referma sur la crosse du pistolet. « Parce que je n'irai nulle part tant que je ne saurai pas qu'elle est en sécurité. » Crane rit. « Tu n'es pas en position de négocier. Toi non plus. » Elle dégaina le pistolet d'un mouvement fluide, comme Thomas le lui avait appris, et tira. Le tir fut dévié. Il visait l'épaule de Crane, mais la balle l'atteignit au bras. Il hurla de douleur et lâcha son arme. Tout se passait en même temps. Ah, Daniel. Thomas se jeta sur l'homme le plus proche de lui malgré ses blessures. L'homme qui retenait Lucy relâcha son étreinte sous le coup de la surprise et elle lui mordit la main avec force avant de s'enfuir en courant. Clara tira à nouveau, cette fois sur le troisième homme qui levait son fusil vers elle. Elle manqua sa cible, mais il se jeta à couvert, lui laissant le temps de bouger. « Cours !» cria-t-elle à Lucy Perry. « Cours vers la canne !» Lucy courut. Clara se tourna vers Crane, qui luttait pour récupérer son arme avec son bras blessé. Elle le visa, les mains tremblantes maintenant que la première montée d'adrénaline s'estompait. « Ne bougez pas !» Crane la regarda, le visage déformé par la douleur et la rage. « Vous m'avez tiré dessus et je le referai si vous bougez. Tu n'as aucun courage. Tu as tué ma famille. » La voix de Clara se brisa. « Tu les as brûlés vifs. Tu penses que je n'ai pas le courage de te mettre une balle dans le cœur, Clara? » Thomas apparut à ses côtés, ensanglanté, mais debout. Il avait mis son adversaire à terre et récupéré son fusil. « Je m'en occupe. Va voir comment vont les enfants. Je ne te laisserai pas partir. Je vais bien. Va-t'en. » Clara hésita. Elle ne voulait pas perdre Crane de vue. Elle ne croyait pas que tout était vraiment terminé. Mais elle entendit alors Lucy crier quelque part près de la maison et son instinct maternel prit le dessus. Elle courut. La porte du sous-sol était ouverte. Les enfants avaient disparu. Clara sentit son sang se glacer. « Lucy Harriet, où êtes-vous? »« Mademoiselle Clara. » La voix d'Abby lui parvint de derrière la maison. « Ici. » Clara tourna au coin et faillit s'effondrer de soulagement. Les 7 enfants étaient là, blottis les uns contre les autres contre le mur. Lucy pleurait dans les bras d'Harriet. William était assis, étourdi mais conscient. Samuel et Daniel encadraient George, protecteur. Rose criait, mais elle était vivante. Ils étaient tous vivants. « C'est fini? » demanda Harriet d'une voix tremblante. « Presque. » Clara s'agenouilla et rassembla autant d'enfants que possible dans ses bras. « Vous êtes en sécurité. Vous êtes tous en sécurité. »« Le méchant monsieur, » sanglota Lucy. « Il m'a attrapé. Il a blessé papa. »« Je sais, ma chérie, mais tout va bien maintenant. Ton papa va bien. Tout va bien se passer. » Elle n'était pas sûre que ce soit vrai, mais c'était ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Un coup de feu déchira l'air. Clara releva brusquement la tête. Elle se leva. « Restez ici, William. Surveillez-les, mademoiselle Clara. » Mais elle courait déjà vers la cour. Elle trouva Thomas debout près du corps de Crane. Les 2 autres hommes gisaient sur le sol à proximité, l'un inconscient, l'autre gémissant de douleur. Ezra était sorti de la grange en feu et les visait avec un fusil. « Thomas, dit-elle en se retournant, le visage impassible. « Il est allé chercher son arme, répondit Thomas d'un ton sec. « Je n'avais pas eu le choix.
Clara regarda Jacob Crane, l'homme qui avait détruit sa vie, le monstre de ses cauchemars. Il gisait sur le sol, les yeux ouverts et un trou dans la poitrine. Elle s'attendait à ressentir quelque chose. Du soulagement, de la satisfaction, de la justice. Au lieu de cela, elle se sentait vide, fatiguée, comme si quelque chose lui avait été arraché et que rien n'avait comblé ce vide. C'est fini, dit Thomas. Clara, c'est fini. Elle acquiesça, incapable de parler. Thomas s'approcha d'elle en trois enjambées et la serra dans ses bras. Elle appuya son visage contre sa poitrine et laissa les larmes couler. Ce n'étaient pas exactement des larmes de douleur, ni des larmes de joie, juste des larmes qui s'étaient accumulées pendant des mois, des années, peut-être toute sa vie. J'ai cru que j'allais te tuer, dit-elle d'une voix brisée. J'ai cru que j'allais tout perdre à nouveau, mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes toujours là, tous. La grange peut être reconstruite. Thomas s'écarta pour la regarder dans les yeux. Tu es blessé? Non, les enfants sont sous le choc, mais ils vont bien. Alors nous avons gagné. Il lui caressa le visage avec ses mains. Clara, nous avons gagné. Elle le regarda dans les yeux. Cet homme qui était revenu d'entre les morts pour elle, qui s'était battu à ses côtés, qui n'avait jamais hésité. J'ai tué pour toi, murmura-t-elle. Je lui ai tiré dessus. J'ai tiré sur un autre être humain. Tu t'es défendu. Tu as défendu notre famille. Est-ce que cela rend ton geste juste? Cela le rend nécessaire. Thomas embrassa son front. Il y a une différence entre tuer et protéger. Ce que tu as fait, c'était protéger. Ne laisse personne te dire le contraire. Clara voulait le croire. Elle voulait croire que ce moment marquait une fin, pas seulement une pause. Que la mort de Crane signifiait la liberté. Plus besoin de fuir, plus besoin de regarder par-dessus son épaule. Et maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, nous allons appeler le shérif. Nous lui raconterons ce qui s'est passé. Ces hommes seront traduits en justice pour ce qu'ils ont fait ici aujourd'hui. Et Thomas sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux. Après notre mariage, nous élèverons nos enfants. Nous reconstruirons notre grange, notre vie et tout ce que Crane a tenté de nous prendre. Il l'embrassa tendrement, après avoir vécu. Le shérif arriva 2 heures plus tard avec un groupe de 6 hommes. Clara raconta son histoire, toute son histoire, depuis le meurtre de sa famille dans l'Ohio jusqu'à l'attaque de Crane contre le ranch. Thomas confirma tout. Ezra et les enfants aussi. Les 2 agresseurs survivants, face au choix entre coopérer ou être pendus, racontèrent tout ce qu'ils savaient. Crane les avait engagés à Cheyenne. Il leur avait promis beaucoup d'argent pour l'aider à résoudre un problème. Ils ne savaient pas qu'ils allaient brûler des granges et menacer des enfants. Il semble que vous aviez un bon dossier de légitime défense avant même aujourd'hui, a déclaré le shérif Morgan, après avoir examiné le récit de Clara sur l'incendie dans l'Ohio. Je vais informer les autorités de l'Est. Avec Crane mort et ses hommes qui parlent, cela devrait suffire pour clore l'affaire de ce qui est arrivé à sa famille. Vraiment? Clara avait du mal à le comprendre. Après tout ce temps, la justice met parfois du temps à arriver, mais elle finit généralement par le faire. Le shérif est parti avec ses prisonniers. Les posés ont aidé à éteindre ce qui restait de l'incendie de la grange. Les voisins qui avaient vu la fumée ont commencé à arriver avec des offres d'aide, de nourriture et de bois de rechange, Yerba Bonds. À la tombée de la nuit, la crise immédiate était terminée. Les enfants étaient au lit, épuisés par la peur et les larmes. Ezra surveillait la propriété. Thomas et Clara s'assirent seuls dans la cuisine, trop épuisés pour bouger, trop soulagés pour dormir. Je n'arrive pas à croire que ce soit fini, dit Clara. Crois-le, chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage, celui de Crane, juste avant d'appuyer sur la gâchette. Cela s'estompera avec le temps. Vraiment? Thomas lui prit la main. J'ai tué des hommes à la guerre, des hommes bons, des hommes mauvais, des hommes qui ne faisaient que suivre les ordres, tout comme moi. Parfois, je vois aussi leur visage, mais ça devient plus facile. Les cauchemars sont moins fréquents. La culpabilité s'atténue jusqu'à devenir quelque chose avec laquelle on peut vivre. Comment? En se rappelant pourquoi on l'a fait. Pas par haine ni par vengeance, mais par protection, par amour. Il lui serra la main. Aujourd'hui, tu as sauvé Lucy. Tu nous as peut-être tous sauvés. C'est ce qui compte. Clara regarda leurs doigts entrelacés, les siens couverts de cicatrices et de callosités. Les siens aussi avaient des cicatrices, mais d'un autre genre.
Je pensais être venu ici pour mourir, dit-elle à voix basse. Quand je suis descendu de ce train et que tu m'as rejeté, je me suis assise sur ce banc et j'ai pensé que c'était peut-être là que tout s'arrêterait. C'était peut-être là que j'allais enfin cesser de me battre. Je le sais. Mais ensuite, Lucy m'a demandé de lui lire une histoire et tu m'as proposé un travail et d'une certaine manière, j'ai trouvé une raison de continuer. Elle le regarda. C'est toi qui m'as donné ça. Thomas, toi et tes enfants, tu m'as donné une raison de vivre. Tu nous as donné la même chose. Sa voix était rauque. Nous survivions avant ton arrivée, mais nous ne vivions pas. Tu nous as appris à vivre à nouveau. Clara se pencha vers lui, laissant sa chaleur imprégner ses os. Je veux me marier, dit-elle. Bientôt, avant qu'il ne se passe autre chose. Quand? Demain. Thomas rit sincèrement, surpris et joyeux. Demain? Pourquoi pas? La vie est courte. Nous l'avons tous deux appris à nos dépens. Je ne veux pas perdre un seul jour de plus sans être ta femme. Il s'écarta pour la regarder, cherchant sur son visage le moindre signe de doute ou d'incertitude, mais il n'en trouva aucun. Alors, demain, en vérité, je t'épouserai ce soir même si le pasteur était encore debout. Il l'embrassa lentement et profondément. Je t'aime, Clara Whitmore. Je t'aime aussi, Thomas Garrett. Ils restèrent assis dans la cuisine jusqu'à l'aube, planifiant leur mariage et leur avenir, et toutes les choses belles et ordinaires qui semblaient être impossibles auparavant. Et lorsque le soleil se leva sur le ranch enfumé, Clara le regarda avec des yeux différents de ceux qu'elle avait la veille. Le cauchemar était terminé. La guérison pouvait commencer. Le mariage n'eut pas lieu le lendemain. Il eut lieu 3 jours plus tard, lorsque le shérif eut pris les dépositions de tout le monde, que le médecin eut examiné les blessures de chacun et que le choc initial se fut suffisamment dissipé pour que Clara puisse penser clairement. Elle se réveilla ce matin-là avec Lucy qui sautait sur son lit. « Réveille-toi, réveille-toi, tu te maries d'aujourd'hui. » Clara gémit et se couvrit la tête avec l'oreiller. « Encore 5 minutes, non. Harriet dit que tu dois te préparer. Elle fait chauffer de l'eau pour le bain, et Abby a trouvé des fleurs sauvages pour tes cheveux. Et Madame Henderson a apporté un gâteau de la ville. » Clara repoussa l'oreiller et regarda la petite fille toute excitée. « Madame Henderson a fait un gâteau. Elle dit que c'est le moins qu'elle puisse faire après que tu nous aies tous sauvés des méchants. » Lucy sauta à nouveau. « Tu as peur? »« Très peur. Pourquoi aimes-tu papa? »« Je l'aime, mais le mariage, c'est quelque chose de très important, Lucy. Cela change tout. » Lucy pencha la tête, réfléchissant à cela avec le sérieux d'une philosophe de 6 ans. « Je pense que tout a déjà changé quand tu es arrivé. Le mariage ne fait que l'officialiser. » Clara rit malgré elle. « Quand es-tu devenue si sage? »« J'ai toujours été sage. Personne ne m'écoute parce que je suis petite. Moi, je t'écoute. » Lucy sourit radieusement. « C'est pour ça que tu es ma préférée. » La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs. Harriet aida Clara à enfiler la robe que Thomas avait achetée en secret en ville. Elle était en coton bleu, simple, sans ornement, mais neuve, propre et belle dans sa simplicité. Abby plaça des fleurs sauvages dans les cheveux de Clara, tandis que les jumeaux se disputaient pour savoir qui porterait les alliances. « Vous les porterez tous les deux, » déclara finalement Clara. « Une alliance chacun. Problème résolu. Mais que se passera-t-il si Daniel laisse tomber la sienne? Alors tu la ramasseras et tu la lui rendras comme un gentleman. » Samuel sembla mécontent de cette suggestion, mais ne discuta pas davantage. George apparut à côté de Clara, tirant sur sa manche. « Mademoiselle Clara. » Elle s'agenouilla à sa hauteur. « Oui, ma chérie. Après ton mariage avec papa, je t'appellerai maman. » Le cœur de Clara se serra. Elle regarda Harriet, qui acquiesça légèrement. « Tu peux m'appeler comme tu veux, George. Mademoiselle Clara, maman, comme tu veux. Je répondrai à tout. » George réfléchit. « Je pense que je vais t'appeler maman parce que c'est ce que tu es maintenant. Tu prends soin de nous, tu nous aimes et tu restes avec nous quand les choses font peur. » Clara le serra dans ses bras, retenant ses larmes. « Alors ce sera maman. Ne pleure pas. C'est ton jour de bonheur. Ce sont des larmes de joie. Ça n'a pas de sens. Ça en aura quand tu seras plus grand. » William la trouva juste avant la cérémonie. Il se tenait debout, mal à l'aise, à la porte de sa chambre, bien habillé dans son plus beau costume du dimanche, ressemblant davantage au jeune homme qu'il était en train de devenir qu'à l'enfant qu'il avait été. « Mademoiselle Clara,
Je veux dire, je ne sais pas comment vous appeler maintenant. Clara, ça ira. Ça ne me semble pas correct. Tu vas épouser mon père. Comment aimerais-tu m'appeler? William changea de position. Maman a toujours voulu avoir plus d'enfants. Elle disait souvent qu'elle aurait aimé avoir une sœur avec qui partager ses secrets pendant son enfance. Je pensais que peut-être... il se tut, embarrassé. Peut-être quoi? Peut-être que je pourrais t'appeler Clara, comme une grande sœur, même si tu es plus âgée que moi. Le sourire de Clara s'élargit lentement sur son visage. Je n'ai jamais eu de frère aîné. Thomas était plus jeune que moi. Ton frère, il est mort dans l'incendie. Il avait 12 ans, à peu près ton âge, en fait. L'expression de William s'adoucit. Je suis désolé. Moi aussi. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il t'aurait bien aimé. Il était courageux comme toi. Il essayait toujours d'être l'homme de la maison, même s'il n'était qu'un enfant. Je ne suis pas courageux. Tu t'es battu pour protéger ton père. C'est courageux. Je me suis fait mettre KO en 2 secondes. Peu importe. Tu as essayé. C'est ce qui compte. William baissa la tête, mais Clara pouvait voir la rougeur de satisfaction sur ses joues. Clara. Oui, je suis contente que tu restes. Au début, je ne voulais pas me réjouir. J'avais l'impression que, d'une certaine manière, je trahissais la mémoire de maman, mais elle t'aurait apprécié. Je sais qu'elle t'aurait aimé. Clara tendit la main et serra la sienne. Merci, William. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. La cérémonie eut lieu dans le salon principal de la maison de ranch. Le pasteur Reynolds était venu de la ville à cheval, se plaignant de la gêne occasionnée, mais secrètement ravi de faire partie d'une histoire aussi romantique. La moitié de Bitter Creek avait trouvé des excuses pour y assister, remplissant la pièce à tel point que les gens restaient debout dans les portes et regardaient par les fenêtres. Clara marcha seule dans l'allée improvisée. Elle n'avait pas de père pour la conduire à l'hôtel, ni de famille pour la voir franchir cette étape. Mais en passant entre les rangées de voisins et d'amis, elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule du tout. Ezra lui fit un signe de tête depuis sa place près de la porte. Madame Henderson s'essuya les yeux avec un mouchoir. Le shérif Morgan se tenait debout au fond, les bras croisés, vigilant, même lors d'un mariage. Et devant, Thomas attendait. Il avait l'air différent dans son beau costume, plus jeune, en quelque sorte moins accablé. Le froncement perpétuel entre ses sourcils s'était adouci, et ses yeux gris qu'il avait regardés avec tant de froideur le jour où ils s'étaient rencontrés, ne contenaient plus que de la chaleur. Clara s'approcha de lui et lui prit les mains. « Tu es magnifique, murmura-t-il. Tu as l'air terrifié. »« Je suis terrifié. Je m'attends toujours à ce que quelque chose tourne mal. Rien ne va tourner mal. »« Tu n'en sais rien. »« En fait, si. » Clara lui serra les mains. « Parce que nous avons déjà affronté le pire. À partir de maintenant, il ne reste plus qu'à vivre. » Le pasteur Reynolds s'éclaircit la gorge. « Si nous pouvons commencer. » La cérémonie fut simple. Échange des vœux traditionnels et des alliances. Bénédiction du pasteur. Clara n'entendit presque rien. Elle était trop concentrée sur le visage de Thomas, sur sa voix qui se brisa lorsqu'il dit « Oui, je le veux. » « Je le veux », sur les larmes qu'il ne prit pas la peine de cacher lorsqu'elle lui répondit. « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Thomas l'attira vers lui et l'embrassa comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Les enfants éclatèrent en cris de joie. Lucy cria « Enfin !» à plein poumon. Les jumeaux firent des bruits exagérés de haut le cœur. George demanda à voix haute si cela signifiait qu'ils pouvaient enfin manger le gâteau. Clara rit contre les lèvres de Thomas. « Bienvenue dans la famille, dit-il. Je fais partie de cette famille depuis le jour où Lucy m'a demandé de lui lire une histoire. C'est vrai, mais maintenant c'est officiel. La fête se prolongea jusque tard dans la nuit. Il y avait de la nourriture, plus de nourriture que Clara n'en avait vu depuis des mois. Les voisins avaient apporté des plats, des cadeaux, des bouteilles de whisky et de vin. Quelqu'un sortit un violon et bientôt, les gens dansaient dans la cour sous les étoiles. Clara dansa avec Thomas, avec William, avec Ezra, avec la moitié des hommes de Bitter Creek. Elle avait mal aux pieds et aux joues à force de sourire, et elle ne se souvenait pas avoir jamais été aussi heureuse. Lucy la trouva dans un moment de calme, tirant sur la jupe de sa nouvelle maman. « Es-tu heureuse? » Clara la prit dans ses bras. Très heureuse, même si de mauvaises choses sont arrivées. Parfois, les meilleures choses viennent après les mauvaises, comme les fleurs qui poussent après un incendie. Lucy y réfléchit. « C'est ce qui t'est arrivé.
Tu as grandi ici après ton incendie. Clara serra la petite fille dans ses bras. Oui, ma chérie, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis heureuse que tu aies grandi ici. Moi aussi, Lucy. Moi aussi. Les invités finirent par partir, laissant la famille Garrett seule avec son nouveau départ. Harriet coucha les petits-enfants, tandis que Thomas faisait le tour de la propriété pour s'assurer que tout était en sécurité. Clara resta sur le porche à regarder les étoiles tourner au-dessus de sa tête, sentant le poids de la journée s'installer dans ses os. Thomas la rejoignit après un moment, glissant son bras autour de sa taille. Penny, à quoi penses-tu? Je pensais au banc. Quel banc? Celui de la gare où je me suis assise après que tu m'aies rejeté, où j'étais prête à abandonner. Thomas se raidit à ses côtés. Clara, non, laisse-moi finir. Elle se tourna vers lui. Je pensais à quel point j'avais été proche de la mort cette nuit-là. Si Lucy ne m'avait pas trouvé, si elle ne m'avait pas demandé de lui raconter une histoire, je serais probablement morte de froid avant l'aube. Je sais. J'y pense aussi, mais voilà le truc. Je ne regrette rien, de rien, ni de la douleur, ni de la peur, ni même de l'attaque de Crane, parce que tout cela m'a amené ici vers toi, vers les enfants, vers cette vie. Thomas lui caressa le visage avec ses mains. Tu as failli mourir à cause de moi, parce que j'étais trop brisé pour voir ce qui était devant moi. Nous étions tous les deux brisés. D'une certaine manière, nous le sommes toujours. Mais les choses elles peuvent être réparées. Et parfois, la version réparée est plus solide que l'original. Il embrassa son front. Depuis quand es-tu devenu si philosophique? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant que je gelais sur ce banc. Thomas éclata d'un rire si sincère que Clara le ressentit jusqu'au bout des orteils. Je t'aime, Clara Garrett. Je t'aime aussi, Thomas Garrett. Ils restèrent ensemble sous le porche, deux personnes qui s'étaient rencontrées à travers la tragédie, l'entêtement et la demande innocente d'un enfant qui regardait les étoiles, et ils savaient que quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. Un an plus tard, Clara se tenait devant la cuisinière, remuant une casserole de ragoût, tandis que le chaos régnait autour d'elle. Les jumeaux poursuivirent George dans toute la maison. Rose tapait sur le sol avec une cuillère en bois. Lucy essayait de lire son livre à haute voix malgré le bruit, déterminée à améliorer sa lecture, quelles que soient les circonstances. Samuel Thomas Garrett, si tu jettes cette lampe, que Dieu me vienne en aide. La porte d'entrée s'ouvrit. Thomas entra, couvert de poussière après une journée de travail au ranch, et s'arrêta net. Que se passe-t-il ici? Ce sont tes enfants. Ce sont aussi tes enfants. Pas quand ils se comportent comme des animaux sauvages, non. Thomas sourit et s'approcha d'elle, l'embrassant sur la joue malgré ses protestations, au sujet de ses vêtements poussiéreux. Quelque chose sent bon. C'est un ragoût. Il sera prêt dans 1 heure si j'arrive à contrôler ses Helena. Je m'en occupe. Thomas se tourna vers la pièce et siffla si fort que tout le monde se figea. Dehors, vous tous, allez aider William avec les chevaux. Les enfants se dispersèrent soudainement, se comportant bien, laissant Clara seule avec Thomas et Rose, calme et satisfaite. Comment fais-tu ça? Faire quoi? Les faire t'écouter d'un simple sifflement. Des années de pratique. Il l'attira vers lui, ignorant ses protestations timides. Tu as l'air fatigué. Je suis fatigué. Je suis aussi heureuse. Les deux peuvent être vrais. D'après mon expérience, c'est souvent le cas. Clara s'appuya contre lui, se laissant reposer juste un instant. Une lettre est arrivée aujourd'hui de l'Ohio. Thomas se raidit. Le frère de Crane a été condamné. Meurtre, complot, fraude immobilière. Il sera pendu le mois prochain. Bien. Les autorités ont également trouvé des documents sur ce qui est arrivé aux terres de ma famille. Elle a été vendue illégalement après l'incendie. Ils s'efforcent de la récupérer. Thomas s'écarta pour la regarder dans les yeux. Cela signifie-t-il que je pourrais revenir réclamer mon héritage et recommencer à zéro dans l'Ohio? Une ombre passa sur le visage de Thomas. C'est ce que tu veux? Clara fit semblant d'y réfléchir tout en observant la peur briller dans les yeux de son mari. Puis elle sourit. Thomas Garrett. J'ai passé 3 semaines dans un train pour m'éloigner de l'Ohio. J'ai failli mourir de froid sur un banc dans le Wyoming. J'ai tiré sur un homme pour protéger tes enfants. Tu crois vraiment que je vais laisser tout ça derrière moi pour un bout de terre que je n'ai pas vu depuis plus d'1 an? Le soulagement sur son visage était presque comique. Je vérifiais juste. Idiot.
C'est toi l'idiot. Malheureusement, oui. Il l'embrassa comme il se doit, profondément et lentement, jusqu'à ce que Rose leur jette la cuillère en bois en signe de protestation. Ce soir-là, après le dîner, les bains et les histoires avant de se coucher, Clara fit sa ronde. Elle borda Rose, qui avait enfin arrêté de jeter des objets et s'était endormie. Elle alla voir George, qui serrait sa poupée de chiffon dans ses bras et murmurait des choses sur les chevaux. Elle jeta un coup d'œil aux jumeaux, qui avaient miraculeusement cessé de se battre suffisamment longtemps pour s'endormir emmêlés dans un enchevêtrement de membres. Abby lisait à la lumière d'une bougie. Clara lui fit promettre de l'éteindre bientôt, et Abby leva les yeux au ciel, au ciel, mais accepta. William était sous le porche, regardant les étoiles. « Tu ne peux pas dormir ?» lui demanda Clara en le rejoignant. « Je réfléchis, c'est tout. »« À quoi? À quel point tout est différent par rapport à il y a un an? » P parlait à peine. Harriet était épuisée. Les petits avaient une peur tout le temps. Il la regarda. « Et puis tu es arrivé. Je n'ai rien fait de spécial. Tu es resté. C'est déjà assez spécial. » Clara ne sut quoi répondre. Alors elle se contenta de lui serrer l'épaule et le laissa à ses pensées. Lucy était la dernière étape. La fillette de 6 ans, qui en avait maintenant 7, se rappela Clara, aurait dû être endormie. Au lieu de cela, elle était assise sur son lit, le livre ouvert sur ses genoux. « Tu devrais dormir. »« Je sais, mais j'avais une question. »« Quelle question? » Dans l'histoire, le courageux moineau trouve un nouveau nid après que son ancien nid ait été détruit. C'est ce qui t'est arrivé? Clara s'assit sur le bord du lit, en quelque sorte, mais le moineau de l'histoire a dû construire son nouveau nid. Tout seul. Pas toi. Tu en as trouvé un qui était déjà construit. C'est mal? Lucie secoua la tête. Non, je pense que c'est mieux parce que tu n'as pas seulement trouvé un nid, tu as trouvé une famille, et les familles sont mieux que les nids. Clara serra sa fille dans ses bras. Tu as tout à fait raison. Je sais. Je suis très sage et humble. C'est quoi humble? Peu importe. Dors. Tu me lis d'abord? Lucie, il est tard. S'il te plaît, juste un chapitre, comme tu l'as fait la première nuit, quand tu avais froid et que tu étais triste et que je t'ai trouvé à la gare. Clara regarda cette petite fille qui lui avait sauvé la vie avec 5 mots simples. Cette petite fille féroce, sage et merveilleuse qui avait regardé une inconnue mourante et avait vu quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. D'accord, un chapitre. Elle prit le livre, le courageux moineau, déjà usé par d'innombrables lectures, et commença. Thomas les trouva 1 heure plus tard, tous deux endormis, le livre tombé entre eux. Il le prit délicatement, marqua la page et le posa sur la table de chevet. Puis il les couvrit tous les deux d'une couverture et resta longtemps à les regarder. Sa femme, sa fille, sa famille au complet, comme il ne l'avait plus été depuis la mort de Martha. Il avait pensé que l'amour était quelque chose que l'on n'obtenait qu'une seule fois, que lorsqu'on le perdait, cette perte était définitive. Il s'était trompé. L'amour n'était pas fini. Ce n'était pas quelque chose qui s'épuisait. C'était quelque chose qui grandissait, qui changeait, qui trouvait de nouvelles formes même après que les anciennes aient été détruites. Clara Whitmore était arrivée à sa porte avec l'air d'un mort-vivant. Elle était désormais la personne la plus vivante qu'il connaissait. Thomas embrassa le front de sa fille, puis celui de sa femme. Clara bougea, mais ne se réveilla pas. Il les laissa à leurs rêves et sortit sous le porche où les étoiles du Wyoming brillaient haut dans le ciel et où l'avenir s'étendait devant lui, plein de possibilités. 3 ans plus tard, le ranch Garrett s'était agrandi. Nouvelle grange, nouvelle clôture, nouvelle dépendance. Thomas avait acheté la propriété voisine à la mort du vieux Jenkins, doublant ainsi sa superficie. Les affaires marchaient bien, la vie était belle, mais le plus grand changement courait vers Clara dans la cour à ce moment-là. Ses boucles brunes rebondissaient sur ses yeux gris. Les yeux de Thomas brillaient d'émotion. « Maman, maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Martha, nommée d'après la femme qui l'avait précédée, honorée par la fille qui l'avait suivie, s'arrêta net devant Clara. Ses petites mains tenaient quelque chose. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie? » Martha ouvrit les mains pour montrer un petit moineau dont l'aile était pliée dans un angle étrange. « Il est blessé. On peut le soigner? » Clara s'agenouilla et examina l'oiseau. Il respirait encore, il luttait encore. « On peut essayer, dit-elle. Lucy dit que les choses blessées peuvent aller mieux si quelqu'un les aime suffisamment. C'est vrai? » Clara regarda sa plus jeune fille.
cet enfant qu'elle n'avait jamais espéré avoir, ce miracle né d'une seconde chance en amour. Oui, dit-elle, c'est tout à fait vrai. Elle prit Martha dans ses bras, avec l'oiseau, et l'emmena vers la maison où le reste de la famille attendait. Thomas à la porte, Lucy le nez plongé dans un livre. William, presque un homme, aidant Ezra avec les chevaux. Harriet, fiancée au fils du pasteur, planifiant son propre avenir. Les jumeaux, grands et bruyants, qui s'entendaient enfin bien. George, qui s'accrochait toujours à sa poupée de chiffon, même s'il ne l'aurait jamais admis. Abby, qui apprenait à Rose à lire sous le poche, et le petit James, âgé d'à peine 1 an, miniature de Thomas, qui faisait la sieste dans son berceau près du feu. Sa famille, tous ensemble. Clara pensa à la femme qui était assise sur ce banc glacé du Wyoming, attendant la mort. Elle pensa à la petite main de Lucy entre les siennes, lui demandant de lui raconter une histoire. Elle pensa à la cruauté et à la gentillesse de Thomas et à tout ce qui avait suivi. Elle pensa à l'étrangeté de la vie, à la façon dont les pires moments pouvaient mener au meilleur, à la femme dont la mort pouvait se transformer en vie et la douleur en joie, le rejet d'en appartenance. Maman. Martha tira sur sa manche. Pourquoi pleures-tu? Ce sont des larmes de joie, ma chérie. Mais ça n'a quand même pas de sens. Ça en aura un jour, quand tu trouveras ton propre nid après avoir tout perdu. Quand tu construiras une famille à partir de rien d'autre que de l'espoir et de l'obstination. Quand tu apprendras que les fins sont en réalité des débuts déguisés. Clara embrassa la tête de sa fille et entra dans sa maison, entourée du bruit, du chaos et de l'amour qui avaient surgi d'une simple question posée par une froide nuit d'hiver. Tu me lis une histoire? La réponse, en fin de compte, avait été le début de la plus belle histoire qui soit. Et Clara Garrett, qui avait autrefois été prête à mourir, se sentit enfin pleinement heureuse. Si cette histoire a laissé une trace dans votre âme, abonnez-vous et revenez, car le Far West continue d'écrire des noms à l'horizon.